Chères auditrices, chers auditeurs, très content de vous retrouver cette semaine pour une autre grande entrevue au podcast Jamais assez, présenté par Physio-Vélo. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir Blaise Dubois, physiothérapeute, fondateur de la clinique du coureur, une personne, un entrepreneur, un papa, quelqu'un de passionné. Passionné de course à pied, passionné de science, passionné de créer, sans guillemets, là, un monde meilleur où est-ce qu'on peut tisser des liens humains à travers la formation, à travers l'expertise, puis à travers le fait d'aider les autres à rester en santé. Lorsque j'ai décidé de recevoir Blaise, je lui ai envoyé une demande, bien évidemment, puis il a accepté généreusement de se présenter au podcast. Et puis, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous présenter l'homme derrière l'entrepreneur, l'homme derrière le fondateur de la clinique du coureur. C'est qui la personne qui se cache derrière son enfance, d'où il vient, ses motivations intrinsèques. Je voulais pas aborder le thème de la course à pied d'emblée parce que je pense que des podcasts sur la course à pied, il y en a beaucoup. Ce que je voulais faire, c'est découvrir qui est Blaise Dubois. Qu'est-ce qui se cache derrière, justement, cet homme qui a changé le monde de la course à pied, ni plus ni moins, dans les 25 dernières années. Et donc, c'est la conversation que je vous présente aujourd'hui. C'est une conversation qui a été marquante pour moi, empreinte de générosité, d'empathie. Puis je pense que le désir de connecter avec les autres humains pour donner un sens à sa vie, à notre travail, puis à notre présence ici, le fait de vouloir garder les gens en santé puis de connecter sur le plan humain, c'est les grands thèmes qu'on aborde dans cette conversation-là. Et je tiens à remercier Blaise d'avoir accepté d'aller dans ces sujets-là, puis de l'avoir livré avec autant de générosité, de sensibilité. Alors, je vous souhaite une excellente écoute. T'es prêt? Je suis prêt! Blaise Dubois, bienvenue! Merci de venir au podcast Jamais assez. Tu m'as rendu fébrile de faire cette entrevue. Je suis comme très content que tu te présentes. Je trouve ça très généreux. Hey, merci Guillaume. Moi, je suis très heureux d'être là. Merci de venir dans la grande région de Montréal, faire un petit périple au sud. Ouais. Donc, aujourd'hui, notre entretien, tu as regardé les questions un petit peu tantôt. Écoute, j'ai regardé ça dans le char en descendant. Fait que là, j'ai dit, oh non, mais où est-ce qu'on s'en va? Là, je me suis dit, je sais pas quoi répondre. Fait que j'ai dit, on se lance, on va voir. Ouais, OK, cool. Ouais. Ben, je suis content. Je suis content parce que moi, mon entrevue, le but, c'est d'aller un peu explorer les motivations intrinsèques, ton histoire derrière ça. Ouais. Pour ceux qui te connaissent, t'es le fondateur de la clinique du coureur, physiothérapeute. On va en parler un petit peu de ce que tu fais. Fait que on a une structure un peu en 3 axes, c'est-à-dire découvrir t'es qui, de où tu viens, qu'est-ce que tu fais, puis à la fin, ben, c'est de comprendre pourquoi tu n'en as jamais assez puis que tu as cette drive-là au fond de toi de changer le monde. Rien de moins, changer le monde. Fait que la première partie, écoute, on se lance. Moi, j'ai des questions par rapport à d'où tu arrives, etc. Puis la question que je trouve intéressante à poser aux invités, c'est quand tu rencontres quelqu'un dans un café ou en dehors de ton contexte de travail puis qui te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est par quoi tu commences? Tu commences par ton travail? Tu parles de tes enfants? Tu parles de quoi? Hey, tu sais, souvent, je vais dire, j'aide les gens à être en santé, puis ça, c'est une grosse partie de ma vie parce que je suis physiothérapeute, j'aide les gens à guérir de leurs bobos, je mets beaucoup de monde à l'activité qui en font pas, qui sont sédentaires pour qu'ils soient en santé. Et puis, même au niveau de mon cocon familial, c'est des valeurs, le sport, c'est des valeurs fondamentales qu'on a. Puis, vois-tu, hier, on est allé jogger toute la famille ensemble, c'est trop cool. Mes 3 filles, ma blonde, mon chien. Puis on est parti pendant 20 minutes jogger, 25 minutes, puis toute la famille ensemble. Fait que c'était vraiment super cool. Fait que quelqu'un qui me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, j'aide les gens à être en santé. En gros, ça couvre pas mal tout, parce que même mon enseignement, c'est là-dessus. Ma vie à moi, c'est là-dessus. Fait que, ouais. Est-ce que c'est des moments... As-tu des moments... Toi, ton enfance, ça ressemblait-tu à ça? C'est-tu quelque chose que tu t'as reproduit ou t'es allé à l'opposé? Non, en fait, c'est drôle. Mon père est décédé à 53 ans d'un infarctus parce que, en fait, il fumait, il buvait, il mangeait mal. Il était vraiment très, très sédentaire aussi. C'était un artiste là, complètement épicurien du moment présent. Donc, il est mort à 53 ans. Il a fait son premier infarctus massif à 36. C'était vraiment abus de la vie. Moi, je suis vraiment à l'opposé, mais je ressemble beaucoup à ma mère. Et j'ai été élevé avec ma mère et j'ai grandi dans les montagnes suisses jusqu'à l'âge de 10 ans où j'ai immigré au Lac-Saint-Jean par la suite, au Québec. Et, tu sais, dans mon
mon enfance, c'était une liberté totale. C'était ultra créatif. Je partais le matin. Ma mère avait aucune idée où je m'en allais. J'avais 6-7 ans, puis je partais dans le bois. Puis je revenais quand j'avais faim. T'sais. Fait que c'était vraiment... puis j'habitais à ça, dans les montagnes suisses, qui était un petit village où on avait une école, une salle, de la première à la 9e année, puis on était 7 dedans. Fait que c'est ça. Puis la maison dans laquelle j'habitais, ben, les toilettes étaient dehors, puis il n'y avait pas d'eau chaude. Fait qu'on prenait notre bain dans l'évier une fois par semaine. Puis, tu sais, mais c'était magique, là. Tu sais, c'était une super expérience. Fait que pour répondre à ta question, j'ai eu une enfance très active. Ça, c'était en Suisse. Puis après ça, on immigre au Québec, mais sur une ferme. Fait que sur une ferme, c'est décharge les chars de foin, travaille tout le temps, tu sais, mais bien évidemment dans le plaisir. Et on était presque autosuffisants. On a des grands jardins, plein d'animaux de toutes sortes. Faisait le fromage, le lait, le yogourt, tout ce qu'on peut imaginer. Là, on l'avait ou presque sur la ferme. Et puis, ça fait en sorte que mon enfance a été très, très active. Puis quand j'ai commencé à courir jeune, là, pour le plaisir, mais quand j'ai voulu être sérieux en course à pied, j'avais 14 ans. Et c'était comme la continuité d'une vie très active préalable. OK. Ouais. Dans ce contexte-là, ta mère, elle, ça lui venait d'où cette autarcie-là de vouloir être indépendant, autosuffisant. Ouais. Ce côté-là très probablement hippie, années 50-60. C'était le produit de son époque? Oui, parce que, écoute, ma mère est née en 54, fait que, tu sais, c'était très hippie, là, elle, quand elle est arrivée. Ils se sont mariés avec mon père à 19 ans, là. Ils m'ont eu à 19 ans, là. Ils se sont mariés un peu après, je pense. Mais puis ils se sont divorcés très peu de temps après aussi. Là, fait que, mais j'ai 2 parents artistes bohèmes qui étaient très hippies et qui effectivement étaient comme dans le flot de la vie. Puis ça m'a moi j'avais beaucoup de liberté quand j'étais jeune. Hein, ouais. C'était comme et on n'avait vraiment pas d'argent. Mais quand je dis vraiment pas, c'est qu'on mangeait de la viande en Suisse une fois par semaine, qui était les retailles du boucher, puis parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter de la viande. Là, puis c'était très bien. Et j'ai manqué absolument de rien. J'ai pas de souvenir d'avoir manqué de quelque chose. Ma vie était vraiment géniale. Là, Fait que oui, ma mère, très bohème. Quand on est arrivé au Québec, là c'était la grosse vie, parce que là, on était sur une ferme. On avait toutes sortes d'animaux, on avait des grands jardins, on avait tout ce qu'on voulait, en fin de compte. Fait que là, c'était le gros luxe. Et ma mère, elle a été aide fermière. Elle a traité les vaches pendant des années. Puis ma mère, c'est une artiste là, qui faisait de la poterie, qui filait la laine et qui faisait nos tucs et nos vêtements. Wow. Fait que, tu sais, on était vraiment bizarres. Okay? Quand on est arrivé au Québec, là, au Lac-Saint-Jean en plus, les cheveux longs, c'était vraiment particulier. Oui, clairement. Ouais. Est-ce que je sens beaucoup de reconnaissance de cette époque-là, de ce mode de vie-là? Ah oui. Moi, en fait, ça a nourri beaucoup mon côté créatif que j'ai quand même encore très fort aujourd'hui, qui vient probablement de mes parents. L'idée de tu sais, des fois, je sais pas si tu as déjà défini ton why, là, c'est quoi qui te nourrit toi, là, tu sais. Je me pose tout le temps la question. C'est ça. C'est pour ça que je te reçois. je cherche mes réponses. Puis, tu sais, à un moment donné, je l'ai trouvé à force je dirais, d'introspection sur ma vie. Je l'ai défini comme étant grandir en innovant. Puis innover dans le sens de faire mieux que l'existant. Et ça me nourrit tout le temps. Là. Tu sais, c'est tout le temps là, tout le temps présent. Et, à quel moment tu réfléchis à ça? À un moment donné, on s'est posé la question sur le why de Simon Sinek. Là, puis, OK, c'est ça. Je pensais que tu disais à 14-15 ans, tu avais réfléchi à ça. Non. À 14-15 ans, non, mais ta question est bonne parce que j'appelais pas ça le why, mais à 14-15 ans, moi, j'ai retrouvé des textes que j'écrivais, puis j'étais très réflexif sur la vie, puis où est-ce que je voulais aller, puis l'importance de mon environnement social. Puis, tu sais, il y avait beaucoup d'éléments, là, quand même, qui me suivent, là. Tu sais, j'avais, je vais dire, une grande maturité jeune par la liberté que j'avais, puis par l'importance d'avoir, tu sais, j'avais ce besoin d'être mature avec une mère qui me laissait faire un peu près tout ce que je voulais. J'avais beaucoup d'autonomie, là, fait que c'est ça. Alors, je me suis complètement égaré. Là, non, mais c'est parfait parce que je me reconnais un peu dans ce que tu dis. Je t'avoue que j'ai pas fait beaucoup de journaling quand j'étais jeune, mais je me rappelle dans l'autobus à réfléchir le matin. Moi, je faisais de la natation dans le temps quand j'étais jeune, quand même longtemps. Puis j'avais tout le temps un peu le buzz des endorphines. Puis il me semble que je réfléchissais à quel point, tu sais, c'était le fun. J'avais des bons amis. Je me trouve, tu sais, puis je sens que c'était pas une réflexion peut-être qui était partagée par plus
plus qu'on pense, mais c'est pas quelque chose qu'on discutait à 14-15 ans, cette espèce de gratitude-là dans l'autobus le matin, des choses comme ça, mais je me reconnais là-dedans. Le côté créatif aussi, là, je dirais que moi, c'est je pense même une des raisons pourquoi j'ai parti une entreprise, parce que je sentais que c'était la seule manière d'avoir peut-être le contrôle sur ce que j'avais... Et d'exprimer ce que tu avais en dedans. Ouais, oui, puis des fois, je me demande si ça peut perdurer dans le temps, le côté créatif, parce que des fois, tu as des impondérables financiers, tout ça, mais bref, on pourra... Mais tu sais, tu amènes tout ça, là, puis tu sais, moi, je vois Physio Vélo évoluer, là, puis je vois tellement de similitudes avec la clinique du coureur, tu sais, avec ce que moi, j'ai créé dans le temps. Je suis un peu plus vieux que toi, là, fait que, tu sais, mais clairement, il y a ce côté créatif, ce désir de faire quelque chose avec ce qu'on a en dedans qui a besoin d'émerger, qui a besoin d'être exprimé. Puis moi, je sens la même affaire chez toi, là. Probablement, effectivement, qu'on partage ça. Ça me fait penser peut-être au sentiment de... Tu sais, quand on est créatif, il faut comme qu'on se vende l'idée à nous-mêmes. Puis après ça, il faut qu'on la vende aux autres. Ouais. Puis des fois, on la vend. Puis là, tu te dis, crème, y a-tu juste moi qui y crois? Ou genre, c'est-tu une histoire que je me suis racontée, tu sais, quand les gens commencent à embarquer? Puis le sentiment... C'est drôle parce que quand j'en parlais pas, on dirait que ça m'habitait pas tant que ça, mais le sentiment d'imposteur, de rentrer des gens dans ton... Dans ton rêve. dans ton rêve, dans ton projet. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu vis ou que tu as vécu à travers ça? Ouais. Moi, ça s'est fait tellement lentement et par incrémentalisme, là, tellement en douceur. Je dirais la création, entre autres, de la clinique du coureur. Tu sais, moi, j'étais physio à PCN. J'étais devenu actionnaire de PCN. Puis à un moment donné, je prends 3 mois sabbatiques. Je m'en vais dans l'Ouest canadien avec ma blonde, ma fille d'1 an et demi, ma blonde qui est enceinte, mon garçon qui est en 4e année primaire. Et on s'en va dans une famille d'accueil pendant 3 mois pour apprendre l'anglais parce que dans ma tête, je me suis dit, si tu veux mener le projet de la clinique du coureur plus loin, il faut que tu sois bon en anglais. Puis j'étais pas bon en anglais, puis j'étais encore pas bon, là, mais j'étais un petit peu meilleur quand même. Fait que ça a fait en sorte de dire, OK, on va prendre 3 mois sabbatiques, on va aller là-bas, on va apprendre l'anglais. Et c'est là aussi où j'ai fait toute l'idéation de la clinique du coureur, le logo, le site web et ainsi de suite. Et là, je suis revenu au Québec. Et ça a été comme le gros morceau. Je suis revenu au Québec, j'ai parlé avec mes collègues et partenaires d'affaires à PCN, mes cliniques de physiothérapie, qui ne voyaient pas ce projet-là comme optimal pour l'entreprise. Fait qu'ils se sont dit, ben écoute, tu peux le faire de ton bord si tu veux, mais nous, ça ne correspond pas à ce qu'on veut comme au niveau plan business plan. Okay. Fait que là, ce que ça a fait, c'est que je l'ai parti de mon côté. Mais là, en le partant de mon côté, ben là, tu sais, moi, je continuais de travailler, puis je faisais ça la fin de semaine, puis le soir, puis à un moment donné, j'ai enlevé une journée de travail, puis tout ça fait en sorte que ça a évolué très lentement. Puis à un moment donné, ma blonde n'est pas retournée travailler, elle est enseignante. On a eu notre fille, notre 2e fille, puis elle n'est pas retournée enseigner, puis elle est restée dans la clinique du coureur pour m'aider. Mais à un moment donné, c'est devenu un temps plein. Puis à un moment donné, on était débordé, on a engagé une 3e, 4e, 5e, 10e personne. Et ça a monté très doucement comme ça, tu sais. Fait que moi, j'ai pas eu ce sentiment de dire, OK, là, je me lance en entrepreneuriat. Tu sais, ça s'est tout fait de façon un peu inconsciente, un peu naturelle et de façon très lente et douce. Si aujourd'hui, le Blaise de ma jeunesse, là, du passé arrivait aujourd'hui, OK? Ouais. Puis là, il y avait l'environnement que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire une clinique, par exemple, de physiothérapie PCN, qui ont toute une équipe de marketing, de finances, etc., entourée avec ce monde-là aujourd'hui, j'irais 4 fois plus vite. Là, et là, peut-être que il y aurait peut-être des enjeux, exact, ouais. De dire, OK, mais là, prends-tu les bons choix, fais-tu les bonnes affaires, y a-tu un risque? Ouais. Je me suis très peu posé ces questions-là dans mon cheminement d'entrepreneur, je vais dire. Parce que la vitesse était organique, on va dire un peu. Genre. Exact. Je te dirais que c'est plus depuis 2-3 ans que là, ça a accéléré. Là. OK. Puis comment tu te sens depuis 2-3 ans? Avec l'accélération? Bien, parce que là, j'ai les outils pour gérer ça. C'est-à-dire que, tu sais, je suis accompagné je fais partie de plusieurs groupes d'entrepreneurs. Je suis accompagné par un chair de Tech V-Stage qui est Louis Samuel, en fin de compte, que je rencontre une fois par mois pour me guider au niveau entrepreneurial. J'ai des CA, j'ai plein d'affaires. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup plus d'expérience. J'ai 51 ans aujourd'hui, là. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup plus d'expérience entrepreneuriale. Et là, ben, dans les dernières années, on a parti le coaching du coureur, on a parti Walden Aventure, on a de l'immobilier à la clinique du coureur, en plus d'avoir
promouvoir la clinique du coureur, en plus d'avoir transformé la culture organisationnelle de PCN. PCN, c'est une grosse machine maintenant. Tu sais, on est 330 employés. C'est 28 millions de chiffre d'affaires. Fait que tout ça, finalement, maintenant, je me sens plus à l'aise et confortable. Mais si c'était arrivé en accéléré quand j'étais plus jeune, au début, il y aurait peut-être eu des sensations de vide, peut-être un petit peu d'inconfort. Chers auditrices, chers auditeurs, je vous interromps, je suis désolé. C'est important de savoir que la majorité des gens qui écoutent le podcast, vous êtes déjà plus de 100 000 à avoir téléchargé un podcast Jamais assez, ne sont pas abonnés. Donc, si vous voulez être certain de nous retrouver la semaine prochaine, en 2025, on sort un podcast par semaine. Assurez-vous de vous abonner sur vos plateformes d'écoute afin qu'on puisse se retrouver dans une semaine. C'est pas plus long que ça. Je vous laisse de retour à l'épisode. Je reviens à ton idéation. Tantôt, tu as mentionné ça quand tu étais au BC. Comment ça arrive, cette idéation-là? Tu fais un rêve? Ouais, c'est... Non, encore une fois, c'est... En 2005, c'est en 2008 que je fais mes 3 mois d'année sabbatique où là, je crée le site web, etc. Mais en 2005, j'ai commencé à donner la formation de la clinique du coureur. Et la formation de la clinique du coureur, c'est prévention des blessures en course à pied, mais j'ai pas de logo, j'ai pas d'entreprise. Ta connaissance, mettons? Encore une fois, je suis obligé de reculer encore. C'est-à-dire, je sors de l'université, 50% de mon caseload rapidement, c'est des coureurs parce que je suis en contact avec des coureurs, parce que je cours dans un club de course. De cette communauté. Exactement. Je fais partie de la communauté. Je courais avec le Rouge et Or quand j'étais à l'université. Après ça, avec le civil de l'Université Laval. Je suis en contact avec les magasins de la place, etc. Fait que, tu sais, je suis dans un microcosme de course et les coureurs viennent me voir parce que je développe cette expertise-là. Je lis la littérature de plus en plus parce que je suis passionné par les connaissances relatives à ça et ça bouleverse un peu mes pratiques. Ah ouais? Vas-y donc. Qu'est-ce que ça... Écoute, dans le temps, il faut rembobiner il y a longtemps. Là, juste rembobiner, ça fait longtemps. C'est ça. On s'étirait avant de faire du sport, bien comme il faut. On portait de l'amorti pour prévenir les blessures. On avait des semelles, des orthèses plantaires et des antipronateurs dans les chaussures pour réduire la pronation qui était causale aux pathologies. On était content de savoir que la course à pied réduisait le risque de maladies cardiovasculaires parce que ça augmentait l'arthrose du genou. Tu sais, il y avait beaucoup de fausses croyances relatives à la course à pied. Fait que là, je sors de l'université, je n'ai pas ces connaissances-là, je suis dans les mêmes mythes que tout le monde. Et là, je commence à lire la littérature et ça change un peu ma pratique. Mais encore une fois, c'est pas tout d'un coup une vague de connaissances qui arrivent. C'est des connaissances que tu apprends au fur et à mesure du temps qui changent un peu tout le temps. Oui, en fait, c'est que tu fais ça en dehors que ce soit un travail. Au final, c'est un peu comme... je partage ça, on va dire aussi, dans le sens que, tu sais, m'intéresser au vélo, je le faisais en dehors du travail, puis au final, les gens sont comme, t'es physio, tu connais la mécanique vélo, qu'est-ce que je devrais faire avec mon genou? Moi, dans ma tête, je suis comme, j'en ai aucune idée. C'est ça. Mais ta question fait du sens. C'est peut-être un filon que je devrais réfléchir. Ouais, c'est ça. L'état des fausses croyances, est-ce que tu dirais que c'est quoi les réelles avancées? Ben, il y en a quand même beaucoup. Je te dirais que, tu sais, on finit toujours le cours de la clinique du coureur en disant 10% de ce qu'on vous a dit est faux, mais on ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas c'est quoi. Ouais. Au début, on marquait 25%. Et là, depuis 7-8 ans à peu près, là, on marque 10%. Parce que là, ça change plus tant que ça. Il y a des choses qui changent, mais on est beaucoup plus solide aujourd'hui qu'on l'était quand moi j'ai gradué en 1998. Là. Solide dans la qualité des études, Oui, et dans nos connaissances. C'est-à-dire que le problème qu'on avait dans le temps aussi, c'était le gap entre la science et la pratique. C'est-à-dire qu'il y avait une connaissance qui sortait. On disait, s'étirer avant de faire du sport pourrait augmenter le risque de se blesser, puis ça ne diminue pas l'incidence des blessures. Peut-être qu'il faudrait qu'on arrête de s'étirer. Mais là, quand tu as un papier scientifique, une revue systématique de Yann Schreier qui dit ça, bien là, combien ça prend de temps pour que les cliniciens sur le terrain l'appliquent? Dans le temps, là, c'était 10 à 15 ans de gap. Parce que moi, j'allais à la bibliothèque, je faisais des recherches sur des ordinateurs un peu crappy, puis là, il me sortait des numéros avec des titres qui étaient intéressants. J'allais dans la bibliothèque, je sortais le livre, en fin de compte, où il y avait tous les articles cumulés. Je faisais des photocopies papier de ça et je brochais mon article scientifique que le soir, je mettais du surligné jaune. Il y avait une perte phénoménal de temps par rapport à comment on peut fonctionner aujourd'hui pour acquérir des connaissances. Et là, les médias sociaux, Twitter, dans le temps, ont raccourci ce gap-là de façon phénoménale. Aujourd'hui, avant qu'un papier soit publié, moi, je le sais qu'il va être publié.
On connaît à peu près tous les groupes de chercheurs dans le monde. Sur quoi ils travaillent. Sur quoi ils travaillent, c'est quoi les papiers intéressants. Il y en a plein. En plus, des fois, je review des articles. Fait que je vois des articles qui ne sont pas encore publiés, que je revois. Et présentement, le gap, il est beaucoup, beaucoup plus court. De quelle source d'inspiration ou de quel collègue, mentor, entité à ce moment-là, est-ce qu'il y en avait d'autres qui se penchaient sur de connecter la donnée scientifique avec la pratique des sportifs dans d'autres domaines? Bien, tu sais, quand j'étais à l'université, il y avait des profs qui m'allumaient quand même pas mal. Là. C'est-à-dire que je voyais qu'il y avait une rigueur dans leur réflexion, qui se basait sur de la science et que c'était pas juste de l'opinion. Puis le processus scientifique, était pas toujours extraordinaire, mais se peaufine à travers le temps. Maintenant, si tu as une question clinique, tu sais comment faire pour valider cette question-là puis essayer d'avoir une vérité associée à la question. Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Ben, on peut le tester, t'sais. Fait qu'il y avait des profs quand même qui m'inspiraient d'avoir cette rigueur-là. Puis je pense que l'Université Laval en physiothérapie m'a donné un peu ces outils-là initialement. Après, moi, ce que j'aimais, c'était les gens de terrain. C'était pas juste les penseurs qui disaient quelque chose, mais c'était ceux qui l'appliquaient sur le terrain. Fait que j'avais aussi des cliniciens exceptionnels qui étaient capables d'expliquer ce qu'ils faisaient avec de la science. Ça m'allumait au bout, là. Fait que je pense que, toi, je suis un grand rêveur, mais je suis un rêveur très lucide où j'aime être dans l'action. Fait que même si j'ai un projet, même si j'ai quelque chose, après ça, je veux l'amener je veux le concrétiser. Là, fait que avec l'histoire de la science, c'était exactement ça. C'était de dire, OK, j'ai envie de connaître, une fois que je connais, comment ça s'applique. C'est comme ça qu'on a construit la quantification du stress mécanique, le Peace and Love, plein d'outils qu'on utilise en physio qui viennent de la science, mais qui finalement ont des applications extrêmement pratiques. Là. Comment tu fais pour... Parce que pendant que tu parlais, j'ai eu la même trame d'idée dans le sens que, tu sais, quand on est quelqu'un de créatif, côté artistique, côté introspection, remise en question, le sens de notre présence ici, tout ça, versus la science qui est très ordonnée, puis qui laisse peut-être moins place à cet épanouissement créatif-là, tu sais, conjuguer le côté scientifique en disant que quand même, tu sais, je pense que quand on est un rêveur, on peut utiliser la science pour amener nos projets plus loin, mais tu sais, au final, le côté artistique, comment il fait pour demeurer allumé en toi avec la science? On dirait que des fois, c'est difficile à conjuguer. Oui. Bien, toi, le côté artistique... Toi, moi, j'aime beaucoup la connaissance. Je vais chercher de la connaissance, mais quand tu te nourris de cette connaissance-là, la question, c'est, tu as plein d'éléments, tu as plein de cordes. Okay? Qu'est-ce que tu fais avec? Laquelle tu tires? Comment tu les attaches? Comment tu les combines? Et la partie créative, elle est beaucoup sur, à partir de ces connaissances-là, qu'est-ce que moi, je fais au niveau comme clinicien, par exemple? Puis, tu sais, je vais te donner l'exemple de la quantification du stress mécanique, qui est quelque chose de très, très créatif au début de ma pratique. Tu sais, que je dessine la quantification du stress, mais au final, j'ai rien inventé. Là, tu sais, tout est là. Tu sais, tout le monde devrait faire ça, puis tout ça existe. Là, tu sais, puis il y a l'enveloppe de fonction voyons, j'ai oublié l'auteur. Il y a plein de théories sur l'adaptation tissulaire qui existent. Puis moi, en allant chercher ces connaissances-là, j'ai un grand souci de la cohérence avec ce que j'absorbe. Fait que j'allais chercher plein de connaissances et tout, mais après ça, c'est de dire, OK, mais comment je l'intègre? Comment c'est cohérent? Puis moi, si tu me dis, il y a une étude qui montre telle affaire, puis je l'amène dans mon univers, puis c'est zéro cohérent avec les fondamentaux que j'ai, bien là, ça, c'est bouleversant, tu sais. Puis en fait, c'est qu'après ça, ben là, c'est là que tu juges de la valeur de l'information que tu as. Tu sais, elle a une grande valeur? Il faut-tu que je change des fondamentaux? Ça brise-tu la base de ma pyramide? Ou est-ce que peut-être j'étais faux, puis donc il faut que je corrige? Ou peut-être que cette nouvelle donnée n'a pas de valeur tant que ça, tu sais, parce que des études qui disent oui, des études qui disent non, il y en a partout. Là, tu sais. Tu me donnes un sujet, tu me dis ce que je veux défendre, moi, je vais te trouver des papiers. Là. Il y a tellement une abondance de science aujourd'hui qu'on peut trouver ce qu'on veut. Après, tout ça, toutes ces connaissances-là doivent être cohérentes et faire du sens, en fin de compte, avec des choses fondamentales. Tu sais, la plausibilité biologique, c'est quelque chose qu'on ne changera pas. Là, tu sais, le corps s'adapte. Là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que tout ça mis ensemble, ça fait en sorte qu'une fois que j'ai ces connaissances-là dans la recherche de la cohérence, c'est souvent là où je suis créatif. Quand j'ai créé le Peace and Love... Quand tu essaies de connecter les trucs ensemble. Et c'est là que...
d'être dans un mode créatif, c'est-à-dire, tu sais, il y a plein de manières d'être créatif. Tu sais, garder tes meilleures heures de la journée pour ça, ne pas t'embourber le cerveau d'opérationnel, prendre des moments où je fais rien, là, tu sais, je suis en repos, là, tu sais, je suis dans ma tête. Et moi, c'est beaucoup quand je vais jogger. Je pars courir, j'ai pas de montre, j'ai pas de programme, je suis super minimaliste dans tout, puis je vais courir dans la nature. Ça, c'est mes meilleurs moments de créativité. Quand je cours, j'ai plein de choses qui me viennent en tête, il y a plein d'affaires que j'arrive à créer. Et quand je reviens de ma course, j'ai un 30 minutes après, dans un monde idéal, je planifie rien parce que c'est là où je suis le plus créatif. C'est là où j'arrive à mettre en place plein de choses, et non pas de retomber dans il faut que je fasse telle affaire, il faut que je réponde à mes courriels, il faut que. Et c'est ça pour moi qui est un peu tueur d'innovation et de créativité. L'opérationnel, la charge, le continu. Ce qu'il faut faire tout le temps. Tu sais. Là, j'ai 50 courriels, il faut que je réponde, il faut que je réponde à telle affaire. C'est ça ta journée parfaite, un peu de temps en famille, puis après ça, un peu de course? C'est quoi? Moi, ma journée parfaite, c'est d'être avec les personnes que j'aime d'abord, mais au moins la moitié de la journée être actif à faire quelque chose. Aller courir, faire du jardinage, aller couper du bois, faire des sentiers, arriver fatigué, manger puis apprécier parce que c'est bon. Ça me rappelle ma jeunesse et on travaillait fort physiquement puis après ça, le souper est bon. Tout goûte bon, là, tu sais. Fait que oui, ma journée parfaite, c'est pas mal ça. Les gens que j'aime, être actif puis après ça, avoir du temps pour créer, rêver. Ouais. Quand tu dis les gens que j'aime, est-ce que c'est le relationnel? Est-ce que c'est la raison pourquoi tu as décidé d'aller dans le domaine de la santé? As-tu exploré d'autres choses avant? Non, en fait, vois-tu, quand j'étais tout jeune, j'ai grandi sur une ferme, OK? Fait que, puis là, j'immigre au Canada. Fait que quand je suis tout jeune, là, moi, je vais être un trappeur dans le bois, dans la nature, OK? Ça, c'est ma première... Le cliché. Oui, mais sauf que à l'opposé du cliché, moi, j'allais dans le bois, je me construisais des camps, puis je passais la journée là-bas, là, tu sais. Puis je posais des collets, puis j'étais vraiment... je tripais. Puis après ça, tu travailles sur la ferme. Là, j'élevais des lapins. Là, j'étais un petit peu plus entrepreneur. Tu sais, j'avais le goût de... augmenter la production. C'est ça. Je construisais des cages, je faisais les accouplements de lapins, puis là, je faisais l'élevage, puis là, je voulais être agriculteur parce que être agriculteur, c'est super pratique, là. Tu sais, c'est concret, tu as des affaires, puis tu peux améliorer plein de choses, puis il y a des manières de faire. Fait que c'est tangible. C'est ça. Puis après ça, plus tard, là, je voulais aller aux Olympiques en course à pied. Là, j'ai réalisé que j'avais peut-être pas toutes les compétences génétiques pour le faire, mais ça m'a animé quand j'avais 14, 15, 16 ans. Je voulais faire du sport de haut niveau. Fait qu'à un moment donné, c'était la course à pied, à un moment donné, c'était le soccer. Puis c'est ça. Mais pourquoi on a parlé de ça? C'est parce que je me demandais, mais ça peut mener sur d'autres questions. Comment on fait pour passer du tangible comme ça sur la ferme à quelque chose de tellement cérébral, c'est-à-dire de réfléchir sur l'état des connaissances? La question, c'était comment tu t'étais présenté en physio. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est ça. Le point, c'est que oui, aider les autres. Ça, je pense que ça vient de ma mère, là, qui est très, très altruiste, qui est extrêmement bienveillante avec les autres. Et qui, elle doit être généreuse. Avoir ta générosité que tu m'as déjà accordée, j'imagine que ça vient de là aussi. Mais oui, ma mère est extrêmement généreuse. Puis effectivement, probablement que le domaine de la santé, mélangé de ses physios, c'était aider les autres dans le domaine sportif, dans l'activité. Fait que ça correspondait pas mal à mes champs. Et il faut dire que pour la physio, je suis allé au cégep de Sherbrooke et là, j'ai rencontré un gars qui m'a évalué gratuitement parce que je n'avais pas d'assurance, rien, puis qui m'a orienté puis qui m'a allumé complètement. Puis ce gars-là, il s'appelle Denis Pelletier. En fait, c'est lui qui m'a donné le goût à la physio initialement au cégep de Sherbrooke. Et t'es évalué parce que tu étais blessé? Oui, je jouais au soccer avec les volontaires de Sherbrooke, avec l'équipe du collégial. Puis, début de saison, un pied sur pied. Finalement, je m'étais blessé au pied. Puis, j'étais allé en physio, mais là, j'avais pas d'assurance. Fait que j'avais réussi à y aller une fois. Puis là, Denis, lui, il était professeur au cégep et il était le physio de l'équipe de hockey locale. Puis il m'avait dit, écoute, viens me voir. Et là, il m'avait évalué gratuitement. Il m'avait orienté, il m'avait donné des trucs. Puis j'étais dans son cours qui était premiers soins. Et là, c'est là que j'ai dit, OK, là, il faut que j'aille en physio. On va prendre une aparté pour dire merci à Denis. Quel humain bienveillant. Denis Pelletier, qui a été président de l'Ordre de la physio. Moi, quand j'ai commencé physio-vélo, je suis allé le voir parce que j'étais bien inquiet d'être un imposteur. Puis j'ai dit, est-ce que je peux faire ça, du bike fitting en physiothérapie? Puis là, il m'a donné rendez-vous à son bureau. Je m'en vais au coin de la 40 puis de la 25 à Montréal. Puis là, il ouvre la porte. Il dit, salut Guillaume, comment ça va? Il dit, j'espère que t'es pas venu juste pour me demander si tu avais le droit de faire ça.
Fait que là, je dis, ouais. Oui, c'est pour ça que je suis venu. Fait que moi, il m'a donné beaucoup confiance. Je pense que c'est une personne extrêmement généreuse. Puis tu vois, c'est fou que ce soit la même personne. Moi, ça m'a changé parce que après ça, j'ai dit, hey, j'ai comme un saut d'approbation de l'autorité dans ma tête suprême qui me dit, tu peux faire ça. On est derrière toi. Moi, ça m'a changé. Fait que merci, Denis. Si tu nous écoutes, merci, Denis. Ouais, c'était vraiment un mentor pour moi quand j'étais plus jeune. Puis après ça, plus tard, on a plein de discussions avec Denis encore sur la physio, sur plein de choses. J'étais allé dans des congrès avec. C'est vraiment, vraiment une bonne personne. Et sincèrement, c'était un président de l'ordre professionnel marquant, je pense, pour vraiment là. En tout cas, il a donné tout ce qu'il y avait. Ouais. Lui, il était à fond, ça, c'est sûr. Aujourd'hui, donc, on était dans la partie... Tantôt, on parlait du Blaise du passé, le Blaise d'aujourd'hui. J'ai le goût qu'on aille vers on revient en 2005-2008, là, au moment où tu t'alignes vers la création, finalement, de cette entreprise-là. Est-ce que tu idéalisais ce moment-là d'avoir un gros projet comme ça? Parce que finalement, tu es un gars de projet, que ce soit d'accoupler des lapins sur la ferme ou de te faire un rêve olympique, d'aller au fond des choses, d'aller au bout des choses. Est-ce que tu le voyais comme un gros projet? Tu voulais-tu juste te créer un emploi à la saveur que tu avais envie? Non. J'avais quand même un petit peu de vision, mais je m'attendais quand même pas à ce que ça allait créer aujourd'hui. Je m'explique. Quand je pars dans l'Ouest canadien, en fait, pour revenir dans l'histoire, là, c'est qu'en 2005, je commence... avant 2005, je donne des conférences parce que je regarde la science, ça bouleverse un peu mes pratiques. Puis là, je dis, OK, ben là, je vais donner des conférences sur comment on traite les tendinopathies. Fait que là, je donnais des conférences à des médecins, à des groupes de physio, etc. À travers PCN? À travers PCN et à travers aussi d'autres groupes. J'ai enseigné aussi en médecine à l'Université Laval pendant 3-4 ans avec une physiatre, un cours en musculo-squelettique. Puis là, je commençais à donner plein de conférences. Puis à un moment donné, en 2005, je disais là, j'avais donné des choses sur les traitements de genoux, les tendinopathies, prévention des blessures en course à pied, météréalité. J'avais plein de conférences de toutes sortes. Puis là, je dis, je vais monter un cours de 3 jours. Mais encore une fois, ça s'est fait de façon très incrémentalisme. Là. Fait que là, j'ai tout mis ça ensemble. J'ai structuré tout ça. Bien évidemment, je travaillais aussi avec l'équipe canadienne d'athlétisme depuis 2001. J'avais plein d'anecdotes croustillantes sur tel athlète avait tel problème. T'avais puis là, on a réglé. Le terrain, puis t'avais l'autre côté. C'est ça. Moi, la majorité de mon caseload, c'était des coureurs. Je travaillais avec l'équipe canadienne d'athlétisme. J'étais déjà, depuis dans ce temps-là, actionnaire à PCN. Donc, j'avais un petit côté entrepreneurial, mais qui était... j'étais en apprentissage, je vais dire. Et là, quand je pars à la clinique du coureur, 2005, je donne des formations. Fait que là, je commence à donner le cours de 3 jours sur la course à pied, mais qui n'a pas qui n'a pas nécessairement le brand ou le logo ou le site web. Et à travers ça, je vois l'effet que j'ai sur les professionnels dans le bouleversement de leur pratique. C'est l'intégration de la quantification du stress mécanique, tous les rapports entre adaptation versus protection qu'on utilise en physiothérapie. On est dans un mode protection ou adaptation. Il y a plein de choses que je mets de l'avant qui bouleverse les pratiques et je me dis, oh, ce cours-là a vraiment un potentiel. Puis c'est ma blonde qui me le rappelle parce que j'y avais dit, il faut partir dans l'Ouest 3 mois pour apprendre l'anglais parce que ce cours-là va faire le tour du monde. Fait que, tu sais, en 2008, j'avais quand même cette vision-là. Je m'en souviens plus, c'est ma blonde qui me le rappelle, hein, mais j'avais cette vision-là, mais faire le tour du monde, ça peut être individuel. Ça peut être moi qui va voyager, puis je me permets de vivre des expériences, puis de faire plein de choses. Mais là, après ça, le processus s'est accéléré. Il y a des gens qui se sont joints à moi. Maintenant, la clinique du coureur, c'est 82 personnes. Il y a 50 enseignants. On est dans 15 pays. On est une entreprise en France, indépendante, légalement et fiscalement. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est devenu plus gros parce que, encore une fois, mais de façon très organique que ce que j'avais espéré. Même si, dès le début, je me disais, j'ai quelque chose entre les mains qui est exportable. Tu sais, que les professionnels, tu sais, ils sortaient du cours puis ils étaient vraiment contents d'avoir appris des affaires. Puis ça, c'était très nourrissant. Tu dois le vivre exactement la même affaire, tu sais. Autant c'est stressant. Exact. Tu sais, une des questions que j'avais, c'est à quel point tu étais... c'était quoi ton état d'esprit la première fois que tu donnes le 3 jours? Ouais, probablement que j'étais un peu nerveux. Blonde, oui, peut-être. J'étais certainement un peu nerveux, mais en même temps,
J'ai toujours aimé beaucoup, tu sais, moi, quand j'étais à l'université, j'enseignais l'anatomie sur cadavre, j'étais moniteur de stage, j'ai orienté, coaché pendant toutes ces étapes un gars non-voyant en physiothérapie qui est devenu physio, Jean-François Crépeau. Tu sais, j'avais un intérêt à l'enseignement, puis c'est pas pour rien que tout de suite, quand j'ai gradué, je donnais des conférences partout, là, tu sais, parce que j'aimais ça. Fait que donner des conférences m'a jamais mis dans un état de stress, mais quand j'ai donné la première fois le 3 jours, j'étais probablement, je m'en souviens fébrile, pas, un petit peu. très fébrile, très excité, mais content d'avoir monté quelque chose qui était cohérent, qui faisait du sens, qui bouleversait les pratiques, puis qui était étape par étape bien structuré. C'est un peu une drogue quand même quand on donne les cours de recevoir tout cet amour-là des gens qui sont comme... Tu sais, en 3 jours, là, moi, je trouve ça... j'y pense, puis je suis comme... Tu sais, en 3 jours, tu les amènes à être comme capables de faire quelque chose qui n'était pas là. Ouais. Quand ils commencent. Je trouve que c'est un buzz incroyable. Ouais. Puis tu sais, moi, j'enseigne à l'université, mais c'est pas pareil. Non. Quand tu enseignes en cours postgradué, c'est des gens qui payent pour venir dans ton cours pour apprendre quelque chose. C'est intense, c'est court. Ils ont des attentes. Ils ont des attentes. Et puis, quand tu réponds aux attentes, ben c'est juste magique. Puis tu sais, là, on a des cours de 2 jours que je donne un peu partout dans le monde, mais maintenant, on a des cours de 9 puis 10 jours. Puis là, j'arrive du Kenya où on était là pendant 12 jours, où on fait de la formation. Je me justement, là, c'était en 2025, c'était là. Oui, je viens de rentrer là, il y a 3 jours. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'on on a réussi à créer, en fin de compte, des moments où c'est ultra valorisant. Là. Puis tu le sais, tu le vis. Là. C'est comme tout l'amour que tu reçois des gens pour dire « Hey, merci de m'avoir donné ces connaissances, de me donner des trucs comme clinicien. » Et notre promesse de marque à la Clinique du Coureur, c'est de faire des cliniciens des meilleurs cliniciens. Puis tout est focus là-dessus. C'est comment je peux faire pour t'aider à devenir un meilleur clinicien. Puis je pense qu'on réussit bien parce que le retour qu'on a est magique. Puis qu'est-ce que tu as appris entre 2008 et maintenant, que tu pensais pas qu'il allait aider les cliniciens justement à devenir des meilleurs cliniciens? Tu sais, des manières d'enseigner, tu sais, dans comment tu apportes l'enseignement. Parce que c'est pas tout d'apporter l'enseignement, tu sais, il faut qu'il y ait du relationnel, il faut qu'il y ait des activités pratiques, il faut qu'il y ait des choses... C'est quoi que tu as appris qui a changé dans la manière de le donner? Puis tu as dit, hey, quand on l'enseigne de même, ça marche. Numéro 1, tu sais. Ça a permis de structurer leurs pensées ou... Bien, en fait, là, on parle vraiment d'expérience d'enseignant. C'est-à-dire, tu réalises que finalement, juste donner de façon très passive et, je vais dire, universitaire des connaissances, ça marche pas. Là. Si tu veux, il faut que tu passionnes les gens, il faut que tu racontes des histoires, il faut que tu sois capable de corréler cette connaissance-là à des aspects pratiques qui les touchent eux. En fait, c'est comme avec un patient, c'est créer cette alliance thérapeutique. Là, on est dans une alliance cognitive, une alliance de histoire commune, quelque chose qu'on partage. Ça, exactement. Puis là, quand tu racontes des histoires qui sont passionnantes, ben les gens intègrent beaucoup plus que si tu leur donnes juste de la théorie. Là. C'est clair. Puis ce processus-là, c'est un processus d'expérience. Quand tu enseignes beaucoup, ben, tu réalises qu'il y a des manières de faire qui... puis ça va plus loin que ça. Il y a des blagues maintenant que je sais qui pognent puis que je fais toujours de la même manière parce qu'il y a une manière de le faire pour que ça pogne. Là, tu le sais. Puis là, quelqu'un qui ferait mon cours 3 fois, il dirait « il est bien plate, c'est les mêmes jokes. » Fait que là, faut que tu t'inventes des nouvelles blagues quand tu fais les séminaires 2.0. T'es comme ça, c'est ma badge. Je suis en rodage. J'ai ma badge. J'ai le goût de te demander... Nécessairement, j'ai demandé à mes collègues, j'ai dit, je reçois Blaise, quelles sont les questions que vous avez envie qu'on discute? Puis j'ai eu plein de bonnes idées. Il y en a une d'entre elles qui était, nous, on a eu des challenges, des choses qu'on n'avait pas anticipées lorsqu'on a commencé à enseigner en Europe par rapport aux différences culturelles. Ouais. Fait que là, toi, t'es rendu avec quelques destinations, quelques milieux culturels différents, ou par exemple, le fait de tel type d'apprentissage, la manière de discuter, la manière d'aborder le evidence-based science, basé sur les évidences scientifiques. À quel endroit tu as été le plus chamboulé culturellement? Parce que là, toi, tu avais la chance d'avoir vécu un peu l'Europe de 0 à 10 ans, peut-être. Mais c'est où que tu as été le plus chamboulé culturellement puis que tu as eu le plus gros défi pour enseigner? Bon, on peut faire le tour du monde. Hein? Quand je m'en vais au Japon, là,
tu as une barrière de langue qui est importante, mais tu as une barrière aussi de manière de faire. Tu fais pas des câlins puis des bisous sur les deux. Puis, tu sais, nous, on a construit des compagnies qui n'ont pas de hiérarchie posturale, OK? Qui ont des hiérarchies de connaissances. Alors que c'est juste ça là-bas. Et quand tu vas au Japon... C'est qui le boss? C'est qui le boss? Puis en fait, c'est que il faut... Moi, on me présente comme étant le professeur, là, tu sais, qui s'en vient, là. Puis c'est ça qui donne toute la force de mon message. Puis là, après ce statut-là. Pour lequel tu as voulu tout déconstruire ici. Genre. Exactement. Fait que, tu sais, ça, c'est... Pour moi, il y a vraiment... Au Japon, il y a vraiment un choc culturel très important. Après, là, j'arrive du Kenya, puis tu sais, au Kenya, on a organisé une course. Fait que là, moi, j'ai fait un meeting pour le staff médical, pour leur donner les bons cues, tu sais, puis et c'était catastrophique, là. Ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas de connaissances, ils sont 1 heure en retard au meeting, ça fait partie de l'Afrique, tu sais. Il faut que je m'adapte, là, tu sais, mais clairement... C'est un autre choc culturel complètement différent. Comment vous organisez des trucs ici? Je veux savoir, tu sais, dans le sens que... Ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, là-bas, on a donné le e-learning sur le Peace and Love, là, sur la gestion des blessures traumatiques qu'on a fait. On a fait de la philanthropie avec eux. On a dit, tout le staff médical de l'hôpital d'Iten, si vous voulez, on vous le donne gratis. Fait qu'il y a 80 personnes qui ont fait le e-learning. Mais là, je me dis, OK, mais qu'est-ce qu'ils vont retirer de ça, finalement? Parce que je ne suis pas convaincu que ça fit avec leur manière de faire, puis même leur capacité à faire ces choses-là, tu sais. Fait que... Après... T'as fait ça, tu leur as offert ça. Mais oui, dans la dernière année. Là. Fait que l'année prochaine, tu vas aller voir qu'est-ce qu'il y en a. Oui, mais c'est dans la dernière année. Puis là, je viens d'arriver de là, puis ça n'a rien changé. Là. Okay. Fait que, tu sais, mais c'est correct. Là, en fait, eux, si jamais ils ont une entorse, ben, ils prient Dieu, puis ils attendent. Puis la nature fait probablement bien les choses aussi la majorité du temps. 52 semaines après, on est rendu à la même place. C'est ça. Exact. Fait que... Mais c'est ça, tu sais, la France, au niveau culturel, ça a été difficile, non pas dans l'enseignement, mais dans la gestion organisationnelle, la gestion d'entreprise. Okay. Ça a été plus complexe parce que l'entreprise affranchie qu'on a construite au Québec, où on a enlevé les postes de hiérarchie puis qu'on est dans une hiérarchie purement de connaissances et d'expertise, ça s'achetait moins en France. Ils ont besoin d'avoir... Il y avait besoin. Maintenant, en même temps, on a réussi à faire quelque chose de bien, là, mais il y avait vraiment un besoin d'être... en France, c'est très fort, les syndicats ou le patronat. Puis tu es dans du dichotomique facilement. Puis quand tu es dans le syndicat, tu fais la grève parce que tu veux revendiquer. Puis quand tu es patron, ben, tu sais, ici, on vit moins ça un peu au Québec. Là. J'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup plus proche. Ouais. On est fort sur la nuance, sur la... Peut-être, ouais. Sur, ça être conciliant. Puis, ouais, ça l'amène, c'est pour puis c'est contre, là, probablement. Exactement. Aussi, là. J'allais enchaîner sur justement ce challenge-là. Est-ce que tu as mis en place un genre de protocole? Parce que moi, quand on a eu ces enjeux-là, j'ai dit là, on a fait la France, mais j'ai dit nos prochaines destinations, il va nous falloir un genre de comité culture, là, parce qu'il va falloir qu'on explore un petit peu comment adapter notre manière de parler, notre parce que moi, j'ai un accent suisse quand je vais là-bas, mais toi, tu regardes ton accent québécois. Ben, tu vois, puis je fais attention. Des fois, je ralentis. J'essaie de mieux prononcer, mais en même temps, souvent, je pense qu'on peut utiliser ça comme un... Je dis ça parce que je me le suis fait dire, dans le sens que c'est comme un peu un côté marketing. Les gens viennent aussi pour découvrir ce côté-là nord-américain, francophone, qui est finalement une saveur à la formation. Là, clairement. Puis nous, on fait des blagues quand on y va parce qu'on dit qu'on fait des petites pauses là, on ne pourra plus dire américaines, on va dire des pauses canadiennes. Des pauses à la canadienne, des pauses très, très courtes le matin, puis des pauses très, très courtes l'après-midi. Puis des fois, nous, nos séminaires maintenant, c'est beaucoup de pratique parce que les e-learning, c'est là qu'il y a la théorie. Fait que quand les gens arrivent en pratique, on fait 3 jours avec beaucoup d'interventions, beaucoup de bike fit, beaucoup de pratiques. Puis on offre même le fait de rester sur l'heure du dîner pour en faire davantage. Puis là, on leur explique, on brand ça comme étant très, très nord-américain comme manière de faire. Puis là, ça passe. Tu manges pas, puis go. Non, tu manges pas. Tu n'as pas le temps de manger aujourd'hui, on enseigne. Là. Fait que ça me fait toujours rire parce qu'il faut comme le cadrer dans un... On sait que c'est pas dans vos habitudes, mais on vous l'offre si vous voulez jouer la game de y aller à l'américaine. En tout cas, ça me fait tout le temps rire. Est-ce que moi, j'ai des fois peur
de m'épuiser dans cette course-là, tu sais. Puis se donner des moments de pause, ça fait partie des résolutions que j'ai un peu plus maintenant. Quand tu as des enfants, des fois, c'est plus difficile d'avoir des moments de pause, mais quand même d'avoir du temps où est-ce que, justement, je réfléchis, où je m'entraîne, puis je suis tout seul avec moi-même pour au moins me ressourcer puis pas m'étourdir. Est-ce que tu as vécu ce... Tu sais, tantôt, tu me disais, ma journée parfaite, maintenant, ça ressemble à ça. Mais ta journée parfaite, elle n'a pas toujours été parfaite, tu sais. Tu as déjà eu ce moment-là où tu es juste débordé? Ça t'est déjà arrivé? Ça arrive toujours encore. Ouais. En fait, je me bats contre l'opérationnel qui me gruge du temps et qui m'enlève du temps de réflexion, du temps de création, du temps à moi. Puis quand je dis à moi, là, c'est juste pour être dans ma tête, pour pouvoir être plus créatif, justement, pour pouvoir... la réalité, en fin de compte, c'est que quand tu as un projet puis que tu le portes, ben, à un moment donné, il y a de l'opérationnel à faire. Fait que, tu sais, moi, je sais que j'ai besoin d'être efficace dans ce que je fais parce qu'il y a des dossiers qu'il faut qu'avancent et ainsi de suite. Puis je réalise que des fois, après une semaine, j'ai pas eu aucun temps créatif. Ça m'arrive, là, tu sais, parce que je suis comme dans le flow je me suis laissé emporter, en fin de compte, par tout ce qu'il faut faire. Fait que... Là, maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir des golden hours dans la journée qui sont vraiment mes zones ensoleillées. Je m'en vais courir, c'est mon temps à moi. J'ai quand même la chance de faire ça parce que je fais une journée de clinique, puis après ça, le reste, c'est beaucoup des réunions, c'est beaucoup de la gestion, puis de l'enseignement, mais j'essaye de garder des temps clés comme ça. Ça, c'est la première chose. De mettre des blancs dans l'horaire où je sais que j'ai rien, puis que c'est mon moment où non seulement je vais courir, mais après ça, je peux réfléchir et faire d'autres choses. Fait que c'est ça, mais c'est pas évident. En fait, à ta question, là, je me laisse très fréquemment emporter. Il y a tellement de choses, là. Puis ce que je réalise, en fin de compte, c'est que ce que j'ai besoin, je suis un gars de projet, j'ai plein d'idées, plein d'affaires. Je pourrais t'en lister une tonne, là, puis ça va jusqu'à on crée une chaussure pour les enfants. Pas aucun rapport, vraiment aucun rapport. On va fabriquer des... Mais on va manufacturer maintenant. Ouais, on est tanné qu'il n'y ait pas de chaussures pour nos enfants, on en fabrique une. Fait qu'on engage un patroniste, on les fait produire, on les vend dans plusieurs pays, puis tu sais, genre de projet purement philanthrope parce qu'on ne veut pas avoir de biais commercial relatif à la chaussure. Donc, non seulement qui ne rapporte rien, mais qui coûte des sous, mais un projet qui te fait du bien. Qui est trop fort pour le laisser sur la tablette. T'sais. Fait que là, aujourd'hui, ben là, je discute avec des gros groupes. Quand tu commences, tu le sais d'emblée. Ben, qu'on va le finir. Non, mais tu sais d'emblée que c'est une décision qui n'est pas commerciale. Oui. C'est une décision... Ah oui, c'est clairement. Je vais au bout de mon idée. Certainement. Et quand je commence mon livre, je sais que ça va être long et laborieux. T'sais. Ça fait partie de... Je sous-estime toujours. OK, quand j'écris mon livre, je me dis, bon, ben, ça va prendre 6 mois. Là, ça a pris 2 ans. Quand on fait la chaussure, OK, bon, ben, ça va être ça, puis ça, puis ça. Puis, mais finalement, c'est 4-5 fois plus gros que je pensais. Puis c'est tout le temps comme ça, tout le temps. On fait de l'immobilier, on construit des chalets, on achète quelque chose à Paris, on a des projets un peu partout. C'est toujours plus gros qu'on pense. C'est toujours plus complexe qu'on pense. Je sous-estime continuellement. Mais une fois qu'on est lancé, on fait le maximum pour arriver. Et c'est là que je tombe dans de l'opérationnel où, ben là, c'est plus complexe qu'il faut penser. Fait que là, il faut que tu mettes de l'énergie, puis il faut que tu avances, puis que tu règles des problématiques, des défis qui se présentent à toi à travers différents projets. Mon point, je t'ai parlé de chaussures parce que il y a des projets comme ça que tout d'un coup, on arrive, puis qui sont... J'ai trop de projets porteurs, et là, quand j'ai des projets comme ça, je me dis, OK, je peux pas le faire. Je suis obligé de le faire. Tu sais, c'est une trop bonne idée, puis je suis trop... Ça fait trop de sens pour toi. Exactement. Fait que là, la solution qu'il y a à ça, c'est qu'il faut que je trouve des gens qui vont répondre à ce rêve-là, puis qui vont travailler avec moi pour faire ça. Fait que, tu sais, au début, ben, la Clinique du Coureur, c'est un projet, mais là, des projets, il y en a une tonne. Fait que là, on vient d'engager Philippe, qui s'occupe de Walden Aventure, qui est une agence de voyage. Simon, qui a pris le relais de nos événements sportifs. Tu sais, j'ai dit, il faut qu'on organise une course au lac Beauport, une course de trail. Mais là, la course de trail, on est rendu à la 15e édition, 14e édition, je me souviens plus, mais c'est une grosse affaire. Tu sais, c'est plus de 200 000 de budget, là, tu sais. Fait que là, j'ai engagé quelqu'un et là, depuis 3 ans, il fait ça. Je viens de me décharger d'une grosse affaire, là, tu sais. Et c'est comme ça partout. Fait que là, Yves s'occupe de l'immobilier, Philippe de Walden. Tu sais, on a besoin, après ça, de personnes, même si tu es un idéateur, même si tu as plein de rêves, plein d'affaires, ben, il faut mener les projets et puis tu as besoin de bras.
Chers auditrices, chers auditeurs, je prends 30 secondes de votre temps pour simplement vous mentionner que si vous avez des douleurs présentement, peu importe la partie de votre corps qui vous empêche de bouger, qui vous empêche d'atteindre la performance, appelez-nous 450-486-3888 à la clinique Physio-Vélo. On offre de la physiothérapie sportive. On est formé, notre équipe de 7 physiothérapeutes est extrêmement compétente pour prendre en charge les sportifs et les sportives comme vous. Vous pouvez prendre aussi rendez-vous directement en ligne au physiovélo.com. Je vais mettre tous les liens dans la description sous le podcast. On vous attend en clinique et on est prêt à vous aider. C'est quoi ta relation avec l'ennui? C'est une bonne question, ça. Si tu me parles de ça, puis je sens ça, puis ou juste ralentir, mettons, on va y aller plus simple que juste l'ennui, parce que, tu sais, je me reconnais dans ces conversations-là, puis j'invite des gens qui ont un peu ce trait-là, cette particularité-là, parce que je me pose la question, tu sais, entre ralentir, prendre le temps de lire un roman pour aucune raison productiviste. Des fois, je me demande si on n'est pas le produit de notre époque. Oui. C'est une très bonne question. En fait, ralentir est très à la mode aujourd'hui. Hein. Moi, dans mes groupes d'entrepreneurs, on en parle tout le temps, là. OK? Ouais, mais c'est-tu galvaudé? Faut-tu être productif dans le fait de ralentir? Tu sais, c'est comme rendu des trucs sur une checklist, tu sais? Pour moi, il y a 2 affaires. Il y a le fait de perdre le contrôle de son cerveau parce que ça va trop vite, parce que tu suis plus. Cet état-là de c'est ça, puis là, tu étais tout le temps, puis là, tu te couches le soir, puis là, ça pétille, puis là, tu n'es pas capable de t'endormir. Moi, je me couche le soir, je dors. Puis je me lève le matin, j'ai plein d'énergie, puis j'ai envie de mener des projets. Puis quand je fais des choses, je suis dans le moment présent, puis je suis capable de vraiment être là. Mais c'est le résultat de probablement tweak. Le cadrage autour. Ouais. Oui, je suis d'accord. Oui, ça fait partie de l'expérience. T'sais. Mais clairement, quelqu'un qui me voit de l'extérieur pourrait être complètement étourdi. Puis moi, j'étourdis des gens autour de moi, ma blonde en premier, là, qui me dit là, j'aimerais ça respirer, puis j'aimerais ça. Puis là, je pars au Kenya pendant 3 semaines, puis elle vient pas, elle reste à la maison. Puis là, elle m'appelle en disant hey, j'ai pu tout mettre les affaires à jour. Je suis vraiment là, je peux aller faire du sport comme je veux. Tes souliers traînent pas nulle part. C'est comme, clairement, j'étourdis des gens autour de moi, c'est sûr, là, avec tout ça. Mais si tu me poses la question à moi, ma relation avec l'ennui, j'ai pas peur de m'ennuyer. Je suis très confortable de ne rien avoir à faire, ce qui arrive par contre rarement. Mais tu sais, je pars, exemple, en voyage au Kenya. Là, j'ai plein de projets là-bas. Mais j'ai des moments où je fais rien, où, tu sais, moi, je suis capable de partir quelques heures dans la forêt à courir, puis j'ai pas peur de m'ennuyer, puis j'ai pas de montre, puis j'ai pas de cellulaire, puis j'ai pas rien, là, tu sais, puis je suis avec moi-même, puis j'ai pas peur de m'ennuyer. Mm-hmm. Je suis même content de me retrouver encore plus, puis d'avoir le temps de réfléchir, puis... Ouais. Fait que cette introspection-là, c'est quelque chose que tu as toujours... Tu sais, que tu le faisais quand tu étais jeune. C'est du temps de qualité pour toi. Ouais. Puis tu sais... On définit ce qu'on veut faire. T'sais, là, maintenant, je ne le fais plus vraiment, mais dans le temps, on partait dans le sud pendant une semaine avec la famille, avec Isabelle, puis avec la gang. Puis là, on est sur la plage. Puis là, ma blonde, elle lit des romans. Moi, j'ai jamais lu de romans de ma vie. Je lis des articles scientifiques. Mais moi, je trippe à lire des articles scientifiques. Puis là, moi, je me souviens là, qu'il y a des semaines à Cuba où j'ai lu genre 40 papiers. Puis que de ces 40 papiers, j'ai découlé des théories. Puis que j'ai eu le temps de faire quelque chose qui était vraiment riche et propre et le fun qui m'a animé. Fait que moi, toute la semaine, j'ai trippé. J'étais allé m'entraîner, j'ai chillé avec mes enfants, on a fait des châteaux, des affaires. Puis quand j'avais du moment où eux, ils faisaient leurs affaires, ben, je lisais un article scientifique. C'est génial. Puis si je reviens à ton groupe d'entrepreneurs pour lequel ralentir, c'est comme à la mode. Ouais. C'est quoi le sous-texte ou l'idée qui te venait derrière parler de ça? Est-ce que c'est... Parce que, tu sais, ralentir, ça peut être vu comme... parce qu'on en a besoin. Mais si toi, tu es bien avec ça, fine with it. Puis pourquoi tu penses que ralentir, c'est à la mode dans ton groupe d'entrepreneurs en ce moment? Mais justement, avec ce que tu disais, je pense que le monde nous amène à être complètement étourdis. Là, je parle des médias sociaux, je parle de scroller, je parle de... Puis moi, je me surprends, là, tu sais, tout d'un coup, là, ça fait 15-20 minutes là, que je suis en train de scroller des affaires, là, tu sais. Puis moi, j'aime les affaires éducatives. Puis moi, des petites capsules, là, genre physio-vélo, là, j'adore, OK? Fait que là, je m'éduque avec plein de choses comme ça. Mais à un moment donné, c'est plus de l'éducation parce que je flippe, puis là, je dis, OK, là, fait avoir. Je viens de me faire avoir. Fait que là, c'est comme, OK, on ferme. Mais moi, je pense que c'est notre monde moderne qui nous amène à être ultra stimulés avec les médias sociaux, avec la télé, avec tout, là. Puis moi, je pense que notre cerveau,
Et mon cerveau, aujourd'hui, est beaucoup, beaucoup plus stimulé qu'il pouvait l'être quand j'allais faire des photocopies d'articles scientifiques en version papier. Ouais, Là. à la version, à la vitesse humaine normale. Ben oui, c'est ça. Sans technologie. C'est ça. Mais clairement, je suis beaucoup plus efficace. Je produis beaucoup plus, mais il faut il faut réaliser finalement qu'à un moment donné, ben, on va mettre, à un moment donné, je mange avec ma blonde, puis on chill, puis on discute, puis je vais courir avec mes enfants, puis on rigole, puis on jase, puis à un moment donné, je fais rien, puis j'ai ces moments-là aussi. Là. Puis quand je me couche, je dors. T'sais. Ces discussions-là, là, est-ce que tu les as en famille? Quand tu penses à tes enfants qui évoluent dans ce contexte-là, c'est... Bon, après ça, les gens nous traiteront de vieux papas là, qui sont inquiets pour leurs enfants, mais qui ne l'est pas. Qu'est-ce que tu entrevois puis qu'est-ce que tu mets en place dans ta famille pour je sais pas, leur transmettre ce que tu as vécu sur la ferme, ce que ta mère t'a transmis, tu sais? Ouais. Vois-tu, ce qu'on m'a beaucoup transmis, c'est beaucoup de liberté. Et donc de liberté de penser comme de liberté tout court. Et mes enfants sont ultra matures et sont très, très libres. Tu sais, mes enfants se faisaient la cuisine à partir de 7 ans, totalement. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pendant toute une fin de semaine. Mes enfants cuisinent, font leurs affaires. Puis maintenant, ils ont 11 ans, 12 ans, 16 ans, 18 ans, 27 ans. Puis j'ai une petite fille qui est plus jeune qui, elle, a 6 ans. Et en fait, mes enfants vraiment sont très, très libres. Et fait que il y a beaucoup d'amour chez nous, mais il y a beaucoup de liberté. Puis finalement, mes filles font leur vie. J'en ai une, son chum est chez nous depuis plusieurs années maintenant. Puis j'en ai une qui danse. Ils sont très indépendantes, font leurs affaires, sont en super santé. C'est des belles personnes, des bonnes valeurs. Tu dirais-tu que tu navigues bien, je vais appeler ça l'incertitude? Le fait d'être flexible comme ça? Très. Et beaucoup. Puis même que ça a l'inconvénient de ses qualités. C'est-à-dire que je donne un exemple. Quand je travaille avec quelqu'un, je transfère des connaissances, mais je fais beaucoup confiance et je considère que la personne va être bonne, puis je fais très peu de suivi. Et là, des fois, je me dis, là, il faudrait que tu fasses des meilleurs suivis avec les gens pour pouvoir mieux les guider dans le processus. Mais je suis vraiment dans le... Avec ton biais de toi, ton autonomie. Exactement. De mon autonomie et du fait que quand je donne, ben en fin de compte, je considère que les gens ont envie de la même liberté que moi, j'ai toujours eu envie, puis d'être capable de faire les choses. Puis, et donc, je me parle un petit peu parce que ça, justement, je navigue très bien avec l'incertitude, très bien avec... comme professionnel de la santé, de toute façon, on était un peu obligé, là, on s'entend, là, sur les pathologies, sur... c'est autre chose à faire dans la vie de tous les jours. C'est vrai. Mais oui, je gère bien ça, effectivement. Dans cette lignée d'idées-là, le fait d'être parfois à contre-courant, d'être, tu sais, par rapport à, par exemple, la liberté que tu donnes à tes enfants. Bon, c'est pas la norme dans la culture actuelle. Dans le monde de la santé, quand on commence à donner des formations, des fois, on reçoit le titre. Les gens veulent nous caser. Ils veulent nous mettre... Ils veulent définir qui tu es. Puis, c'est la raison de mon entrevue. C'est d'aller plus loin que ce cadre-là. Mais, que le minimalisme. Ben, en fait, que l'image qu'on a. Parce que l'image qu'on a, on se la fait sur 4 Reels, extrait d'une formation. Alors que tout le monde qui est ici à la clinique a fait tes formations, va dire c'est tellement nuancé, puis c'est ça le problème avec nos réseaux, puis nous on en parle souvent, c'est de résumer ça à quelque chose en une phrase. Fait que je retourne à ma question sur le fait d'être casé dans la case, je vais appeler ça gourou. La case, je veux, par la personne qui consomme mes formations, la personne veut nous mettre dans un cadre. Donc là, on se retrouve à pas nécessairement avoir la liberté de se définir dans les yeux des gens. Fait que c'est quoi tes défis de naviguer cette identité-là que je savais qu'elle n'était pas assez nuancée. C'est la raison pour laquelle j'avais envie de te recevoir. Mais comment tu fais pour naviguer cette nuance-là que tu te sens probablement le besoin d'expliquer aux gens? Entre ce que les gens t'aperçoivent puis tu as le but de leur dire « Mais non, c'est tellement plus, j'aimerais ça prendre le temps de vous... Comment tu navigues ça, d'être à contre-courant? C'est une manière de... ton identité par rapport à ça? Bien, juste avant de parler de ça,
dans mon éducation, moi, j'ai 2 parents qui étaient très rebelles, qui étaient à contre-courant. C'était pas un problème. 2 artistes, c'est pas un problème. Et j'ai vraiment, et ça vient probablement encore une fois de mon éducation, de très peu me soucier de la vision des autres par rapport à moi. OK? C'est-à-dire de ne pas se freiner à qu'est-ce que les autres vont penser de ce que je fais ou de ce que je suis. Et ça ne veut pas dire prendre l'information externe pour l'accueillir puis dire, OK, il y a-tu des choses qu'il faudrait que je corrige parce que peut-être que... ça n'empêche pas l'autocritique. Ça n'empêche pas l'autocritique et le fait d'évoluer comme personne. C'est-à-dire de prendre la critique externe ou de prendre ce que certains pensent puis dire, OK, ils ont cette perception-là, je peux comprendre, puis peut-être qu'effectivement, je suis rude quand je parle ou je suis direct ou je suis trop frontal ou etc. Ce qui était un peu mon cas, effectivement. Mais je me soucie très peu du regard des autres pour évoluer. C'est-à-dire, c'est pas parce que quelqu'un dit Blaise, il est comme ça que ça va me brimer dans mon évolution, là, dans mon... Vraiment pas. Fait que de ça, en fin de compte, il y a beaucoup de choses que j'ai faites sans me soucier de qu'est-ce que les gens vont penser de ça. J'ai toujours été un peu... Mon père était très anticonformiste. Ma mère l'était sans le dire, c'est-à-dire très bohème, hors sentier complètement. Puis je fais une mini parenthèse, mais quand on arrive au Québec puis que j'ai 10 ans, là, on a les cheveux longs. On est au Lac-Saint-Jean où tout le monde a les cheveux rasés. J'ai des tucs tricotés à la main et avec filet, la laine filée à la main qui est de la vraie laine de mouton. Puis là, moi, je rêvais d'une belle tuque canadienne nordique, pompon rouge, fluorescent. Puis on était vraiment, vraiment différents. On était les seuls qui étaient en morale, tout le monde était en religion. On mangeait du tofu. On était vraiment, mais complètement hors norme. Et moi, je sais, par exemple, que mon frère, qui est devenu comédien puis réalisateur, ça l'a un peu bouleversé. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment ce désir profond de dire « je vais vous montrer que je suis quelqu'un ». Puis moi, je m'en foutais un peu plus. Là, c'est-à-dire que ça m'affectait pas. Grand frère ou petit frère? Petit frère. Okay. Oui, qui a joué dans Tribu.com, qui a eu des premiers rôles. T'es le premier? Je suis le premier, on était 2. Mais on a immigré au Lac-Saint-Jean, 2 familles. Mon oncle, ma tante, ma mère, son chum. Et on était 5 garçons du même âge à peu près. Donc, complètement marginal. Le chum de ma mère avait une grande barbe. Il y avait toujours un pompon au milieu de l'été avec... on était vraiment complètement différents. Et ça teinte un peu le... moi, une de mes inquiétudes que j'avais quand j'étais plus ado, c'était de dire, je vais-tu avoir une blonde un jour? Parce que j'avais hâte d'avoir une blonde et j'aimais beaucoup les filles et je me disais, je suis tellement différent, peut-être que je n'aurais pas de blonde. Là, je suis trop... je fais-tu à quelque part. Avec le temps, ça s'est placé. Puis bien évidemment, à travers tout ça, il y a le désir aussi de s'habiller comme tout le monde. Puis ça fait partie de la game. Mais je me suis jamais trop soucié. En fin de compte, ça a construit peut-être une sorte de carapace qui fait en sorte que la critique d'autrui n'était pas très dommageable par rapport à ce que j'avais envie de faire. Mm-hmm. J'ai rien du tout répondu à ta question. On a complètement... J'ai complètement dérapé encore une fois. En fait, tu sais... J'étais en morale et j'ai mangé du tofu. Fait que, je pense aussi? que c'est le dénominateur commun. Ah ouais? Non, mais je pense qu'il y a quelque chose dans ce contexte-là qui t'oblige à te définir autrement. Ouais. Qui t'oblige à te définir pas par ton statut social à l'école, mais par comme... Il faut que ce soit intrinsèque. Il faut que ton identité, tu la vives. Puis ça peut être plus pénible. As-tu déjà été confronté? Moi, j'ai des enfants qui sont... Les 3 sont très différents. Il y en a qui ont... J'en ai une qui a cette confiance-là en elle. Je suis comme... Ça doit être dans ses gènes. Je veux dire, ça n'a aucun sens comment elle s'en fout. Je veux dire, de moi et de tout le monde, tu sais. Puis j'en ai une autre qui est beaucoup plus sensible puis qui a cette grande qualité-là de tout le temps savoir comment je me sens. À première gorgée de café que je prends ou pendant que je mange ma toast, elle dit « T'as de l'air découragé, papa. » Fait que, est-ce que tu as déjà été confronté à, justement, parmi tes enfants ou parmi des gens que tu aimes, cette sensibilité-là à l'identité qu'on nous accorde par le monde social extérieur? Comme toi, moi, mes enfants sont tous extrêmement différents. Là. Mon garçon versus mes filles. J'ai de la peine un peu à répondre à cette question-là, mais je revenir au contre-courant tout à l'heure parce qu'il y a quelque chose qui me vient. Là. Tu sais, à un moment donné, il y a un coût à aller à contre-courant. Tu sais que tu vas te faire critiquer. Tu sais que les gens vont te mettre dans des cases, etc.
Et il y a un coût à décider de ne pas aller à contre-courant et ne pas suivre tes instincts, tes feelings. Ouais. Et puis, moi, le coût de chercher une vérité était beaucoup plus coûteuse pour moi que le coût de confronter des gens qui ne croyaient pas à ce que je disais. Mm-hmm. Fait que moi, j'étais prête à m'obstiner. Je suis prête à discuter d'un sujet qui me tient à cœur. Puis je vais donner un exemple tout simple. Au Québec, à un moment donné, j'ai écrit un blog sur la thérapie manuelle. Et ça a foutu le bordel, OK? Ça a foutu le bordel. J'ai eu des critiques nombreuses. Et parce que mon message, c'était de dire, puis on était dans un milieu, maintenant ça a beaucoup changé, mais on était dans un temps où la thérapie manuelle était vraiment, si tu voulais être bon thérapeute, il fallait que tu sois thérapeute manuel. Ça faisait partie de la game. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait tous mes cours en thérapie manuelle parce que mon désir, c'était d'être un bon thérapeute. Tu sais, ça faisait partie du narratif. Et là, à un moment donné, ben là, avec la réflexion et tout ça, je me dis, bon, ben la thérapie manuelle est surutilisée au Québec. On l'utilise pour plein de choses. C'est une modalité passive qui est puissante, qui est super intéressante, mais on l'utilise trop. Tu sais, il y a plein de cas qui n'ont pas besoin de thérapie manuelle. Puis même moi, je pense qu'on nuit avec la thérapie manuelle à certains patients, tu sais. Et là, je soulève cette question-là, mais elle est tellement importante pour moi de soulever cette question-là. Je sais que ça va choquer. Je sais que les gens ne seront pas contents. Qu'ils vont... et là, c'était la catastrophe après. Là, le FCAM s'est réuni pour me faire une lettre combinée conjointe. La France a dérapé avec Captain, qui était un regroupement de thérapeutes manuels là-bas. L'Equiro m'écrivait pour dire « Tu sais pas de quoi tu parles ». C'était vraiment catastrophique. Mais il y a eu beaucoup de sujets dans ma vie d'entrepreneur et de physiothérapeute enseignant les bonnes pratiques qui est allé à contre-courant parce que pour moi, c'était plus important pour le patient, pour les patients de façon générale, pour améliorer notre pratique clinique, pour soulever des incohérences qu'on avait aujourd'hui, qu'on a dans notre pratique. C'était plus important que la critique qui venait avec. Mm-hmm. À l'opposé, ma blonde dit souvent, moi, je préfère avoir la paix que d'avoir raison. Fait que elle s'ostine pas longtemps, elle veut avoir la paix, puis finalement, mais moi, ça me coûte beaucoup trop. Ouais. Fait que je suis prête à aller à contre-courant puis à me battre. Puis, c'est ça. Cette énergie-là, tu la consacres de ce côté-là. Ouais. Hein? Parce que ça, c'est quelque chose que je me rappelle. Puis moi, quand je voyais que tu répondais dans ça doit être quoi, 2018, 2019, 2020? Ouais, peut-être même avant. Le blog sur la thérapie manuelle, il y a 10 ans. Là. Ça fait 10 ans? Ah oui, ça fait longtemps. Là. On vieillit. Mais je me rappelle de ça, puis je me rappelle de m'être dit, je commençais à créer beaucoup de contenu, je créais plus de contenu vidéo à ce moment-là, il y a 10 ans. Puis, ben, veux pas, tu lances ces trucs-là sur le web, puis là, ben, après ça, la réaction, ben, il y en a pas, mais au final, ça peut être énergivore. Fait que je me rappelle d'avoir vu que tu écrivais ça, puis je me disais, comment il fait pour pas être vidé de son énergie en accordant autant d'importance à ça? Je me posais vraiment la question parce que j'étais comme... Je me sentais pas, moi, j'avais pas le goût de... Ben, il n'y a pas trop de controverses dans le monde du vélo parce que les connaissances sont encore sont vraiment pas rendues où ce que la course à pied allait. On est plus dans le raisonnement clinique puis les approches très physio. Je pense pas que c'est très... on n'a pas encore beaucoup d'études de haute qualité, tout ça, là, mais je me disais... Comment il fait pour pas être épuisé? Tu t'es-tu épuisé à répondre à ces commentaires-là? Sur Facebook, je me rappelle très clairement, on en a parlé hier justement entre nous, on se disait comment Blaise il fait pour garder son jus à cette époque-là où ce qu'il répondait, puis que, tu sais, veux pas, c'est comme, c'est intrusif dans ta vie. Ouais. Dans ton cerveau. Ouais. En fait, c'est encore plus intrusif dans la vie de ma blonde. C'est-à-dire que quand tu es dans la controverse, puis que tu t'exposes et tu te confrontes aux idées des autres et qu'il y en a qui sont pas contents puis qui sont pas d'accord, puis que tu as des insultes puis que tu as plein d'affaires, moi, ça me fait rien. Moi, je vis très, très bien avec ça. Là. J'ai appris à vivre avec ça. Ma blonde, elle, quand quelqu'un dit que Blaise n'est pas correct puis qu'il dit des mensonges, elle, ça la bouleverse. Là, ça l'affecte. Elle n'est pas contente. Là. Ça l'affecte. Fait que c'est ça. Mais... tu sais, sur l'énergie, en fin de compte, avoir le sentiment de faire avancer les choses. Et tu sais, on va reprendre le blog de la thérapie manuelle parce que c'est un bon exemple. Après ce blog-là, puis c'est pas à cause du blog, mais c'est parce qu'on était dans un moment de changement.
Ils ont redéfini c'est quoi la thérapie manuelle. Il y a des cours qui ont changé. Il reste encore des affaires pour moi qui sont aberrantes, mais on a beaucoup évolué dans les 10 dernières années depuis ce blog-là, simplement parce qu'on s'est posé collectivement des questions. Mm-hmm. Puis tu sais, moi, j'ai des amis thérapeutes manuels forts et totalement assumés, là, que ces personnes-là, en fin de compte, j'ai des super bonnes discussions avec aujourd'hui, que peut-être j'aurais eu beaucoup plus de difficultés il y a 15 ans, là. À 15 ans, on n'avait pas ces discussions-là. Puis puis tu sais, je suis loin d'être celui qui a créé quelque chose. Là. Tu sais, Adam Meakins et plein d'autres ont posé des questions, d'une part scientifique, d'une autre part clinique, pour qu'à un moment donné, on se pose ces questions-là. Mais au Québec, en fin de compte, ce blog-là a juste fait réfléchir, puis a fait évoluer. Le sujet était sur toutes les lèvres, finalement. Ouais. C'est plus c'est pas pour rien, ça n'aurait pas pris feu sinon. Là. Ben, c'est ça. Puis, exact. Puis, en fait, moi, je pense que c'est pour le mieux. Moi, je pense vraiment que ces discussions-là nous amènent à évoluer. Ouais. Les discussions difficiles sont nécessaires, puis moi, je les adore. Moi, je plonge là-dedans, là, j'aime ça. Puis maintenant, c'est la même chose. C'est plus tout sur la physio que j'ai des discussions difficiles. C'est sur l'entrepreneuriat, c'est sur comment on gère une entreprise. Et j'adore ça, tu sais. Ouais. Les discussions difficiles, moi, j'avais lu quelque part qu'une relation, c'est défini par les relations difficiles. Fait que si tu veux pas en avoir, tu rentres pas en relation. Parce qu'au final, c'est vrai, tu sais, les moments où tu règles des conflits avec conjoint-conjointe, c'est ces discussions-là qui ont le plus de valeur parce que c'est là que tu parles des vrais enjeux, tu sais. Et rien n'empêche d'être bienveillant. Tu sais, moi, comme je m'obstine avec ma blonde, elle sait que je l'aime à la vie, à la mort, OK? Fait que même si on s'obstine puis même si on se chicane, elle sait que je l'aime, puis elle sait que je suis bienveillant envers elle, c'est juste qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose. Et c'est la même affaire avec mes collègues de travail. T'sais, quand je m'obstine avec mes collègues de travail, ils savent que je n'ai pas de malice par rapport à ça. Exactement. Tu veux... Où je veux, moi, évoluer. Exact. Parce que souvent, je dis, tu sais, moi, je m'obstine, puis moi, je veux que tu t'obstines avec moi parce que je veux que tu me fasses changer d'idée. Ouais. Ah, j'ai cette relation-là avec Christina, elle sait, parce que c'est elle qui est là depuis presque 8 ans, puis je la remercie à chaque fois qu'on s'ostine, parce que je dis, je suis tellement content qu'on puisse débattre, puis finalement... Tu me convaincs vraiment souvent, tu sais. Mais qu'on puisse avoir cette sécurité-là de dire on aime vraiment ce qu'on fait, on a la même vision, on a le même but, fait qu'on est prêt à débattre, puis à couper l'autre, puis être fâché parce que finalement, puis je lui donne d'emblée la majorité du temps, là, bien raison de remettre en question mes idées. Ça me fait penser à cette relation-là. En fait, pour moi, c'est la relation aussi avec la science, parce que je sais pas si ça résonne chez toi, mais le point d'avoir cette remise en question-là de nos propres idées, parce que, tu sais, entre ce que tu disais, par exemple, il y a 20 ans, puis aujourd'hui, ben, ça peut évoluer, puis tu sais qu'il y a 10% de ce que tu enseignes qui va changer, mais on ne sait pas encore c'est quoi. Ouais. Fait que ça, là, as-tu senti que c'était quelque chose qu'il fallait que... J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne en tant que professionnel de la santé qui a une formation scientifique. La science, c'est comme une culture d'entreprise, finalement, de dire... On remet en question ce qu'on sait, puis on vérifie comme il faut, puis on est prêt à changer d'idée quand on a suffisamment de preuves. Tu sais. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qu'on réalise seulement dans le domaine de la santé? Est-ce que c'est... Bien, en fait, vois-tu, dans notre monde économique d'aujourd'hui, là, où le fake news a la cote, là, tu sais, puis qu'on arrive à dire des bêtises, puis qu'il y a plein de gens qui y croient, là, la science devient essentielle dans ce processus-là. Puis quand je dis la science, là, c'est pas un RCT avec 200 sujets, là, c'est des réflexions de personnes qui se posent des questions sur un sujet, puis qui essayent de trouver une vérité à travers ça, ou qui vont tester des hypothèses pour essayer de voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Fait que le problème qu'on a avec la science aujourd'hui, c'est que c'est devenu l'argument numéro 1 d'autorité. C'est-à-dire que moi, si je veux te convaincre de quelque chose, je te dis, écoute, il y a une étude qui dit telle affaire, puis c'est une super bonne étude, revue systématique avec 200 000 sujets qui montrent de façon très claire que oui, il faut faire telle affaire pour prévenir les blessures. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu n'as rien à dire? En fait, c'est l'argument d'autorité. Fait que là, on utilise la science maintenant pour tout. Je veux passer une idée,
Ben, en physio, je veux dire, ben, je vais sortir des papiers scientifiques pour justifier mon propos. Je vais dire, il est prouvé que. Et là, le problème qu'il y a, c'est que là, la source d'information devient essentielle. Est-ce qu'elle est crédible? Est-ce qu'elle a fait Est-ce qu'elle est rigoureuse dans ce qu'elle émet? Parce que sinon, moi, je te dis, ben, la science nous montre que, mais là, toi, tant que tu ne vas pas vérifier, tu ne sais pas si ce que je te dis est vrai ou pas. Et c'est le défi aujourd'hui, il est beaucoup autour de ça. Parce que tout le monde utilise la science comme un argument d'autorité pour passer une idée, pour faire quelque chose. Quoique, avec ce qui arrive aux États-Unis ces temps-ci, on est en train de mettre la science de côté. Puis, des fois, moi, j'ai lu récemment un truc intéressant, puis sur justement cette tendance-là, la phrase était assez simple, ça disait que l'authenticité a remplacé la vérité. Ouais. Le fait d'être authentique, c'est la valeur marchande qui a peut-être le plus de pouvoir dans l'algorithme sur les réseaux. On parle juste des réseaux sociaux. Ouais. Parce qu'on a le goût de vivre ces émotions-là, puis on a le goût de connecter émotionnellement avec ce qui se passe sur l'écran avec la personne qui est là. La cause de ça est probablement multiple et très mercantile, mais au point de la science, le fait de devoir changer d'idée fréquemment, de faire évoluer nos connaissances, pourquoi tu penses qu'il y a un certain inconfort parfois, justement, tu sais, c'est comme un petit peu difficile de faire... de se remettre en question quand on est convaincu de quelque chose? C'est quoi les biais cognitifs que tu... Ben, en fait, c'est la nécessité du changement quand on bouleverse une de tes pratiques. Moi, ça fait 10 ans que je fais des ultrasons, puis ça marche, mes patients vont bien. Puis là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient me dire, ben les ultrasons, finalement, on a fait des études, allumé, pas allumé, ça ne change rien. Ben, c'est embêtant quand même, là. Tu sais, moi, ça fait 10 ans que j'en fais, là. Ça fait 10 ans que je vends des chaussures avec des antipronateurs en disant aux patients que ça prévient les blessures. C'est complexe, là. Ça touche notre ego, ça touche notre identité, tu sais. Fait que... Puis, tu sais, je dis souvent, la science doit nous guider, non pas nous dicter. Il faut être prudent aussi de prendre des papiers de façon très pure puis dire voici la vérité, tu sais, parce que la science évolue aussi, puis la science n'est jamais tout noir ou tout gris. On est toujours dans les nuances. Toujours de l'incertitude. Oui, mais on est quand même dans des nuances de gris qui, des fois, sont gris foncé, gris pâle, là, tu sais. Fait que, exact. Fait que, tu sais, il y a quand même des tendances. Fait que, tu sais, à la Clinique du coureur, par exemple, quand on fait nos détecteurs de science pour des sujets très précis, ben à chaque année, on change le curseur du détecteur de science, il est rendu où, tu sais? C'est-tu un vrai oui? C'est-tu un oui peut-être? Ou c'est un non? Ou c'est un non peut-être? Et là, ben, notre curseur nous oriente à travers tout ça. Puis après ça, tu as de la science de qualité, admettons, qui te donne une réponse X. Mais là, cette réponse X, c'est comment je l'applique cliniquement. Ben là, il y a un autre niveau de défi. De défi, ouais. Parce que là, je peux pas dire, parce que la science nous dit que quand ceux qui courent sur l'avant-pied se blessent moins, de dire à tout le monde qu'il faudrait que tout le monde court sur l'avant-pied, là, parce que là, je vais en blesser à vouloir changer des choses qui sont installées et existantes. Ouais. Chers auditrices, chers auditeurs, je me permets d'interrompre 30 secondes le podcast simplement pour vous rappeler qu'en ce moment, même si on est au début de la saison 2025 et peut-être que vous ne pensez pas encore à l'importance de votre positionnement cycliste, sachez que le début de la saison avant l'été, c'est idéal pour faire votre bike fitting parce que comme ça, vous allez pouvoir traverser toute la saison de vélo en étant confortable et en étant performant à vélo. Donc, vous prenez rendez-vous à la clinique. Cette année, en 2025, ça fait 10 ans qu'on existe. Ça fait 10 ans, on a fait des milliers et des milliers de cyclistes satisfaits. 450-486-3888, vous nous appelez à la clinique ou vous visitez le physiovélo.com pour prendre votre rendez-vous directement afin d'être confortable et performant à vélo. Une des choses dont tu as parlé récemment dans certains podcasts, j'ai trouvé ça très intéressant. J'avais le goût qu'on revienne à ça. C'est quoi les 3 choses qu'il faut faire quand on n'a pas d'évidence scientifique? Ah oui, ça c'est... Puis je trouvais ça intéressant parce que c'était comme une manière de, justement, je trouvais d'inculquer la manière d'aborder l'incertitude avec un patient. D'avoir un raisonnement critique. Exact. Ouais. Puis, tu sais, moi, je sais pas si c'est moi qui n'étais pas assez attentif quand j'étais à l'Université Laval, mais j'aurais aimé ça être mis en contact un petit peu avec ça, là, cette espèce de... Vous serez confronté à la fin de votre bac maîtrise en physio à cette nuance-là puis cette incertitude-là que vous devrez gérer. Tu sais, voici... vous reviendrez nous voir ou voici des outils qui pourraient être pertinents. Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est ça que tu apprends dans les 10 premières années que tu
t'es physio. Ouais. Tu penses que t'es compétent, tu réalises que tu l'es pas pantoute, puis là, hop, t'as encore un petit peu de confiance. Ah ouais. Ben, ça, c'est la fameuse courbe de Kruger. J'ai un blanc. Les 3 éléments, en fin de compte, c'est que quand tu cherches des réponses, puis que tu vas dans la science, puis que là, tu épluches la science, puis que tu es capable d'avoir vraiment une vue systématique de cette littérature-là sur un sujet précis, genre pas juste les revues systématiques, mais l'ensemble de la science de façon générale, bien, des fois, tu arrives à des moments où tu dis, ben, on ne sait pas, il n'y a pas de science, puis il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas de science, là. Fait que là, la question, c'est comment on peut être cohérent si on n'a pas de littérature scientifique qui nous guide par rapport à ce sujet-là. Puis il y a différentes manières, différents facteurs qu'on peut intégrer pour s'assurer finalement qu'on prenne la bonne décision ou qu'on aille dans le bon chemin. Fait que la première, c'est la plausibilité biologique. Fait qu'on sait que le corps s'adapte. Fait que la question, c'est si par exemple, je mets plus de stress sur un tendon, ben, il y a une bonne plausibilité biologique que ce tendon-là s'adapte, augmente sa tolérance, devienne plus robuste et donc j'améliore exemple, les symptômes d'une tendinopathie. Fait que même si on n'avait pas de science qui nous montrait que les exercices étaient bons, il y a une plausibilité biologique existante qui explique ce facteur-là. L'autre chose, c'est... l'autre facteur, en fin de compte, c'est qu'il y a de la science indirecte. Si on parle de... je sais pas moi, des semelles orthopédiques, des orthèses plantaires, puis qu'on a des démonstrations scientifiques qui nous montrent que ça fonctionne pour telle pathologie particulière, ben si je prends, il n'y a pas de science de la chaussure avec support d'arche qui nous montre ça, mais là, on est dans quelque chose qui est assez parallèle et la science, nos connaissances scientifiques parallèles à notre sujet peut nous guider sur un sujet sur lequel on n'a pas de science. Ça, c'est toute la science indirecte autour de ça. Plausibilité biologique, science indirecte. Ouais. Et puis, on a aussi, bien évidemment, une recherche toujours de cohérence avec l'ensemble de cette science-là. Là. Mm-hmm. L'expérience clinique, puis tout ce qu'on fait déjà. C'est ça. Quand on parle exactement, là, après ça, bien évidemment, il y a l'expérience clinique, parce que quand tu n'as pas de science, bien, la question, c'est qu'est-ce qu'on sait qui fonctionne d'un point de vue clinique? Là, par contre, il faut être critique avec soi-même. Ouais. Parce que moi, ça fait 10 ans que je fais des ultrasons. Allumé ou éteint, ça revient au même dans les études. À partir de ce moment-là, il faut que je sois aussi prêt avec mon expérience clinique à changer. Et une expérience clinique construite sur des mauvais fondamentaux, c'est une grande expérience clinique de mauvaises pratiques. Mm-hmm. Fait que, tu sais, à la base, en fin de compte, c'est que la science va quand même nous guider sur des choses à faire, des choses à pas faire. Puis après ça, ça ne veut pas dire qu'il faut que ça nous enlève notre réflexion, notre cohérence et notre... c'est pas parce que, je le répète, la science doit nous guider et non pas nous dicter. Cette relation-là avec la science, moi, j'ai trouvé les situations que j'ai trouvées le plus difficiles quand j'enseignais. Tu sais, quand je me retrouve là, je me retrouve à avoir ce chapeau-là de connaissances puis d'être la référence quand j'enseigne. Puis des fois, ben justement, je ne sais pas, tu sais, puis il n'y a pas d'évidence. On fait ça parce que en raisonnement clinique, en physio, c'est ce qui fait le plus de sens pour le moment. Moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile quand j'enseignais, c'est d'avoir ce constat-là de dire « on ne sait pas » versus la culture, mettons, du monde du vélo, ou toi, dans le monde de la course à pied, qui a tellement réussi à pousser un narratif fort, alors que nous, on considère qu'on ne le sait pas. Le narratif culturel, la culture, c'est tellement fort ce que les gens font. Puis comment tu navigues ça, toi, quand tu enseignes? Parce que moi, c'est là, peut-être, j'ai besoin de plus de nuances puis d'outils pour naviguer ça quand j'enseigne, parce que ce constat-là de « on ne sait pas », ça se navigue, ça se dit, ça. La première étape, c'est d'être capable de dire qu'on ne sait pas. Je pense que ça, c'est la première étape. Mais là, une fois que tu l'as, comment tu fais pour expliquer que c'est de la culture, finalement, qu'on fait ça parce qu'on a toujours fait ça? Comment tu navigues ça, toi? Bien, en fait, le fait de dire « on ne sait pas », c'est aussi parfois facile. Je te donne un exemple. Si je prends mon chapeau de scientifique, et je connais bien la littérature sur les chaussures de course à pied. Okay? On a tout épluché la littérature. Je connais tous les articles qui sortent à chaque semaine sur le sujet. Même en vacances dans le Sud. Même en vacances dans le Sud. Fait que c'est un sujet que je maîtrise bien. Okay? Si je prends mon chapeau de scientifique puis qu'on me pose la question, est-ce qu'il faut que je cours avec des chaussures minimalistes ou maximalistes? Si je prends mon chapeau de scientifique, je vais dire « on ne sait pas ». Le problème, c'est que le scientifique qui dit « on ne sait pas » redonne le pouvoir dans celui qui sait, et celui qui sait, c'est celui qui croit des bêtises, qui affirme le plus fort. Okay. Donc, le fait de dire « je ne sais pas »,
c'est pas toujours la bonne dangereux. solution. C'est dangereux aussi. Puis moi, le trade-off, il est peut-être pas bon c'est finalement. ça. Moi, je suis un clinicien Ouais. et le patient vient me voir pour dire est-ce que je m'achète une chaussure minimaliste ou une chaussure maximaliste? Le contexte, j'ai l'impression que dans le monde du vélo, tu sais, nous, on est chanceux. On vient de sortir une étude, ça faisait 3 ans, on a eu une subvention de l'ordre, puis on va elle est publiée depuis 3 semaines, puis là, on va pouvoir en faire la promotion sur 70 patients, Nice. des amateurs cyclistes. Mais tu sais, cette population-là d'amateurs cyclistes n'est jamais étudiée. Ouais. Parce que dans le monde du vélo, ben, c'est des équipes professionnelles. Ouais. Souvent, c'est des équipes nationales. Fait que les études, premièrement, ils ne sont pas publiques parce que c'est des affaires de performance sur du monde qui sont de toute façon 1% du 1% de la planète avec des VO2 max qui n'ont pas de bon sens. Fait qu'au final, moi, je me retrouve parfois dans un contexte où est-ce que j'ai pas nécessairement de science. Ouais. J'ai plus ma physio, mon expertise physio, puis toute ma connaissance de la culture vélo. Ouais. Pour commencer ma démarche de bâtir cette science-là qui est à bâtir dans notre domaine. Parce que ces populations-là sont difficiles à étudier. Fait que là, je me retrouve avec un problème où justement, je ne peux pas mettre mon chapeau. Par contre, je suis très reconnaissant de comprendre que le pas de réponse, il est peut-être plus dangereux que je pensais. Oui, mais en même temps, on ne sait pas. Mais même si on ne sait pas aujourd'hui, on a une plausibilité biologique que tel effet se produise. On a une cohérence avec d'autres petits papiers puis d'autres connaissances qu'on a. Et nous, ça fait 10 ans qu'on fait des tests sur celle plus haute, celle plus basse, je dis n'importe quoi là, pour rentrer dans ton monde de vélo. Là. Et puis que finalement, on a des bons résultats avec ça. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on ne sait pas scientifiquement, qu'on n'est pas capable de donner un conseil, qu'on ne sait pas d'un point de vue clinique. Ouais. Et moi, le danger, c'est de s'arrêter, on ne sait pas. Puis le scientifique, il dit, on ne sait pas. Le seul facteur, c'est le confort, et que le patient va dans une boutique pour acheter sa paire de chaussures et que son seul facteur, c'est le confort, il y a 100% de chances de sortir avec une grosse godasse qui va altérer sa biomécanique, etc., etc. Fait que c'est ça le problème. C'est qu'il faut qu'on porte nos culottes et même si on ne sait pas, on a assez de connaissances et de choses pour pouvoir faire des recommandations qui vont être bien meilleures que le vendeur, par exemple, en magasin. À quel point, quand tu étais avec ça m'éclaire beaucoup, merci. À quel point, quand tu es avec un patient, moi, je trouve que c'est ça la grosse force d'une bonne approche, nous, en clinique, là, c'est de dire, je vais t'expliquer pourquoi tu en as probablement été amené à penser ça. Ouais. Puis après ça, je vais t'expliquer ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour améliorer. Ouais. Puis c'est probablement ça qu'on a de mieux à faire. Puis finalement, ça se confirme plus souvent qu'autrement. Mais ça, c'est génial. Ça prend du temps. Mais c'est génial. Oui, ça prend du temps. Nos rendez-vous sont 2 heures, on est correct. C'est correct. Tu sais, moi, ça m'arrive des fois de prendre des shortcuts, là, de dire, écoute, la science ne justifie pas telle affaire. Ouais. On sait que ça augmente le stress sur ton genou, ta hanche et ton dos. Ça fait 1 an que tu as mal au genou. Des chaussures minimalistes seraient meilleures pour toi. Puis je vais te donner 3 conseils de course à pied pour réduire le stress sur ton genou puis pour améliorer cette condition-là. Bingo, go. Et là, j'utilise ma posture d'autorité, de connaisseur. Il paye très cher pour venir me voir, pour être plus efficace, je veux dire. On dirait que j'ai plus confiance en moi quand je le fais avec un client que quand je le fais à l'enseignement. Est-ce que c'est la relation que tu as avec les apprenants qui sont des professionnels de la santé qui ont plus de chances de te challenger? Ou parce que je te comprends aussi parce que avec le client, tu veux être suffisamment ferme pour avoir une alliance thérapeutique et créer quelque chose que le patient va te faire confiance. Ça, c'est important. Oui, parce que tu sais que tu as besoin, tu vas le saisir tout de suite si la personne est plus ou moins anxieuse, à quel point elle a confiance qu'elle va se remettre de sa blessure. Fait que là, tu sais, tu adaptes tu adaptes la quantité d'informations puis la direction que tu lui donnes parce que tu sais que ça fait partie de l'efficacité de ton traitement. Oui, et d'être convaincu et convaincant aide à l'alliance thérapeutique et au succès thérapeutique. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que si tu dis les choses avec confiance, ton patient va mieux le recevoir et va avoir plus de résultats cliniques secondaires. Quand on enseigne, c'est la même chose. Tu disais tout à l'heure, on est obligé d'avoir plus de nuances quand on enseigne. Il y a beaucoup de zones grises. Moi, je suis très confortable avec ça. Puis mon but n'est pas de convaincre l'étudiant qui est dans ma salle, qui veut apprendre comment prévenir les blessures en course à pied. Je vais donner le plus de connaissances. Je vais donner mon raisonnement clinique et l'ensemble de toutes les réflexions que j'ai depuis 20 ans sur cette question-là pour le nourrir de quelque chose qui, moi, s'est construit lentement à travers les années pour que lui, j'accélère son processus. Exact. Moi, je veux qu'il soit capable de naviguer l'incertitude à la fin du 3 jours.
je vais dire, sois confortable, tu as assez de bagages. Exact. Tu as ce qu'il faut pour naviguer ton patient. Ouais. Mais il reste que j'ai l'impression que des fois, ça donne mon sentiment d'imposteur, puis effectivement, le fait que les professionnels sont tellement enthousiastes, tu dois sentir ça. Des fois, l'enthousiasme est tellement, tu es en train d'enseigner quelque chose, là, de ton collègue co-enseignant qui se fait poser des questions parce que le monde, ils veulent absorber. Fait que des fois, tu te retrouves à avoir justement ce côté-là, culture qui s'immisce, le marketing. Ouais. Tout ça, tu sais. C'est challengeant des fois. Toi, quand tu as enseigné, de qui tu t'es inspiré pour enseigner? Moi, j'ai eu un mentor, Éric Mohan à Seattle. J'ai eu des gens plus, on va dire, qui avaient plus d'expérience que moi. Ouais. Tu m'as aidé quand j'ai eu des situations. Je t'ai appelé. Tu m'as donné des bons conseils. T'es avec qui, toi, pour te... Denis Pelletier. Ouais. Denis, effectivement, moi, j'ai eu plein de profs que je trouvais génial, mais c'était beaucoup dans... les histoires qu'ils arrivaient à raconter, la passion qu'ils arrivaient à animer chez moi. À quel point tu as compris vite qu'il fallait que tu puisses raconter des histoires? Qu'il fallait que tu vendes ton... C'était intrinsèque. Je me disais, au début, je me disais pas qu'il faut raconter des histoires pour avoir quelque chose qui plaît. Là. C'était pas du tout ça. Mais j'ai une facilité au storytelling. Là. J'adore raconter des histoires. Puis moi, quand tu fais le tour du monde avec Athlétisme Canada avant de commencer à enseigner, parce que j'ai fait comme les 5 continents avec eux, avec des camps, etc., ben, des histoires fabuleuses, t'en as plein. Là, Des athlètes de haut niveau que les gens connaissent, que tu as traité puis que ça a bien été ou que ça n'a pas bien été, ben, t'en as plein. Fait que moi, je pense que j'aime raconter des histoires, là, mais je me suis égaré. C'était quoi ta question? Je me demandais quand est-ce que tu avais compris qu'il faudrait que tu puisses justement raconter des histoires pour amener... Parce que c'est tout ce qu'on a, des histoires, finalement. Ouais. Mais en fait, c'est que... Parce que quand tu as enseigné, mettons, ton premier 3 jours, là, tu avais des histoires, tu avais des coquiniques à raconter. Ouais. Puis là, c'est comme un humoriste qui a une joke qui rit, dans le sens que tu sais si ton histoire est bonne ou si là, des affaires. Là, puis là, tu te peaufines à travers le temps. C'est-à-dire que tu sais que le punch, il se construit. C'est-à-dire tu amènes une histoire avec une autre histoire, puis là, finalement, il y a le punch. Puis tu construis ces choses-là. Au Kenya, j'étais avec Jay Dutemple, qui est humoriste, puis c'était très drôle parce qu'on parlait de comment on punch une joke. Puis comment, c'est ça. Bon, il y a comme il y a un art en arrière de ça. Puis effectivement, moi, quand j'enseigne, ben je le disais tout à l'heure, il y a des jokes que j'ai une manière de les dire parce que je les ai dit 10 manières, puis il y en a une qui fonctionne, tu sais. Mais c'est ça. Mais en dehors de... juste avant qu'on parle de storytelling, tu parlais de... culture, enseignement. Ouais, c'est ça. C'est bien correct. J'allais te relancer sur peut-être la dernière section de notre entrevue. Là, pourquoi tu n'en as jamais assez? Ça me fait penser, tantôt tu m'as parlé de Simon Sinek avec Why. Son Why, ouais. Est-ce que t'as lu Infinite Game? T'as-tu eu son concept de Infinite Game aussi? Oui, je connais, oui. Donc, je lis peu, mais j'écoute des vidéos. C'est bon. Ouais. Ma question pour toi, c'est où ça va s'arrêter finalement? La clinique du coureur, tu vas-tu... ça sera jamais fini. C'est un peu ça. Dans Simon Sinek, son point, c'est de dire Infinite Game, faut que tu choisisses un jeu où est-ce que ça sera jamais fini, puis c'est ça le jeu. C'est que on accepte que c'est le thrill de jouer au jeu puis de continuer. Ou est-ce que tu es là-dedans? Est-ce que tu sais que tu passes le flambeau, ça va continuer, puis... Ouais. En fait, il y a des choses qui m'animent, que j'ai envie de porter. Culture affranchie d'organisation, la manière de fonctionner, le fait de tout d'un coup avoir un projet innovant qu'on veut mettre en place. Puis... là, présentement, je m'entoure de plein de gens qui, en fin de compte, prennent le relais de l'ensemble de ces rêves-là puis de ces choses-là, mais ça devient leur rêve à eux aussi, là, c'est-à-dire qu'ils contribuent à faire grandir tout ça. Moi, à un moment donné, je vais prendre ma retraite. Là, ça se peut, ça? Oui, ça se peut. C'est sûr, ça se peut. Mais quand je dis prendre, moi, j'aime encore traiter des patients. Je vais traiter des patients probablement très longtemps encore. Rentrer en contact avec des gens, avoir des projets, puis faire des affaires. Je vais faire ça jusqu'à 90 ans, là, puis peut-être 100, là, puis...
Mais ralentir tout l'ensemble des projets opérationnels, c'est clair que dans quelques années, il faudrait que je dose un petit peu. Là. Ma journée idéale, c'est quand même faire du sport la moitié de la journée. Là. Ouais. Fait que c'est peut-être ça qui va habiter une partie. Après, je vais probablement avoir plein d'idées puis plein d'affaires que je ne serai pas capable de contrôler puis que je vais être obligé de mettre de l'avant. Puis, Cette idée-là, tantôt tu me parles de culture d'entreprise affranchie, est-ce que c'est un désir de vouloir redonner l'autonomie puis la liberté comme toi tu l'as connu, là? C'est une psychanalyse à deux scènes, mais... Oui, ben, un peu. En fait, la manière dont on affranchit, tu sais... La clinique du Couloir s'est construite de façon très organique, de façon affranchie. C'est-à-dire qu'on n'était pas beaucoup au début dans la gestion, donc il n'y avait pas de hiérarchie, il n'y avait pas de structure. Puis à un moment donné, on a mappé, en fin de compte, certains processus, comment on prend une décision collective, qui a le droit de prendre quelle décision. Tu sais, dans une organisation où tu n'as pas de patron, finalement, c'est tout le monde, mais il y a des règles à suivre. Il faut consulter les experts et les concernés avant de pouvoir prendre la décision. Si tu la prends, tu as le droit même d'aller à l'encontre de ce que les experts et les concernés ont dit, mais tu es imputable du résultat. Et tu sais, il y a plein de choses qu'on a mappées puis qu'on a mis en place. Et avec PCN, on a transformé l'organisation d'une organisation très traditionnelle à une organisation affranchie. Et là, ça a été un autre défi. Parce que là, c'est quoi, 2021, 2022, ça? 2020. 2020? Ouais, 2020. En fait, 2019, on en parle. Il y a du chaos dans notre groupe de leaders de cliniques et les actionnaires. En fin de compte, on était 6 actionnaires de l'ensemble de PCN. Et puis maintenant, on est 36. Donc, tu sais, il y a comme un bouleversement qui s'est fait. Voilà. Qu'est-ce que tu sens dans cet épanouissement que tu souhaitais donner versus 5 ans plus tard? En fait, c'est qu'on a réussi à faire quelque chose qui est très mobilisateur pour les gens. Quelque chose qui clairement a été profitable sur tous les points de vue. Le PCN n'a jamais aussi bien été. La clinique du Couloir a vécu des moments très difficiles avec la COVID. Tu enseignes des cours en présentiel à l'international, ça ne fit pas trop avec la COVID. Mais on a réussi à passer à travers. Puis maintenant, la clinique du Couloir va très bien aussi. Fait qu'il y a tout un processus, en fin de compte... à travers le 2020 PCN, 2020 jusqu'à aujourd'hui, là où on a mis en place tous les processus affranchis puis où on fonctionne. Et il y a toujours des rappels vers l'arrière. Il y a toujours, à un moment donné, de l'incertitude puis de l'inconfort qui fait qu'on devrait revenir à tel processus ou à telle autre chose qu'on faisait avant. Ça fait partie de la game. Mm-hmm. Mais tu sais, quand on cherche des manières d'avoir une gouvernance différente, que j'appelle, moi, affranchie, en fin de compte, c'est pour principalement régler des problèmes. Quand on a décidé d'affranchir PCN, de faire une entreprise plus libérée, finalement, c'est juste parce qu'on créait des inconforts dans la prise de décision. C'est parce qu'il y en a qui étaient insatisfaits de nos manières de procéder. Il y en a qui étaient démobilisés puis qui se retiraient puis qui sont partis. Et c'est ça qui amène les changements. Finalement, tu ne fais pas des changements au niveau d'une gouvernance, au niveau d'une structure, d'une manière de fonctionner dans une organisation, si tout va bien puis que tout le monde est super heureux. Là, puis comment tu informes par exemple, comment vous informez chez PCN les nouveaux venus de cette structure-là qui est à contre-courant? Parce que ça va exiger certains compétences qui sont peut-être pas requises dans une autre entreprise. Une vision, en fait, tu te présentes dans ton milieu de travail, puis c'est comme ça, parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence. Au final, il faut qu'il y ait une certaine... Il faut que les gens aient un narratif clair. Comment tu expliques ça au niveau? L'histoire qu'on raconte est très claire. La théorie est très claire. La question après ça, c'est est-ce que sur le terrain, c'est comme la théorie? Est-ce qu'on est capable, ça s'applique? Fait que je te donne un exemple. Les jeunes qu'on engage, avant même d'être engagés, ils savent que quand ils viennent à PCN, il y a une culture affranchie. Il y en a même qui nous choisissent pour cette culture-là. Au final, c'est exactement, qui ont besoin de plus de liberté, qui ont envie d'avoir de l'avancement, qui ont envie de pouvoir créer des choses. Ces personnes-là, s'ils sont un peu entrepreneurs, choisissent notre entreprise pour ces raisons-là. Après ça, quand ils rentrent,
2 fois par année, je donne une conférence avec une collègue, Laurence, pour expliquer le fonctionnement de l'entreprise affranchie, puis pourquoi on est affranchi, puis etc. Fait qu'il y a un volet éducatif à chaque fois que quelqu'un rentre. Fait que, tu sais, on le fait 2 fois par année. À chaque fois, on est comme une vingtaine parce qu'on engage quasiment 40 personnes par année, là, une vingtaine de physio, plus des... Fait que là, on fait ces rencontres informatives, d'échanges. Puis après ça, ils vont dans leur milieu, puis dans leur milieu, c'est supposé être vécu. Quand on prend une décision, on la prend par consentement. Il y a des leaders de cellules, il n'y a pas de boss de clinique. Et quand ils vont dans leur milieu, ben, ils ont eu cette éducation, ils sont venus dans l'entreprise pour ça. Et là, ben, c'est là que des fois, il y a un petit gap entre ce qu'ils vivent et ce qu'on voudrait qu'ils vivent. Ouais. Mais dans un monde idéal, c'est qu'on se rapproche de la théorie, de ce qu'on a émis. Là, t'sais. Puis est-ce que ce concept-là t'est venu une fois que... Tu sais, tantôt, tu parlais de... La seule surcharge que tu as dans ta journée parfaite, c'est le côté organisationnel. Ouais. Est-ce que c'était justement ce côté-là organisationnel très hiérarchisé qui t'a amené à réfléchir à ces concepts-là? Je ne sais pas, ça vient d'où, honnêtement? Ouais. Ben, 2 choses. Là. Il y a beaucoup de... Moi, ça s'est fait de façon très organique à la Clinique du Couard. Puis à un moment donné, on a commencé à établir des manières de procéder. Puis à un moment donné, on a dit, OK, on va structurer les outils qu'on a à l'intérieur dans notre gouvernance, dans notre manière de faire, dans notre fonctionnement pour le mapper, le mettre sur un site qui est entrepriseaffranchie.org, public. On a 8 outils, en fin de compte, que ce soit sur la manière que chaque individu doit se définir en déterminant son X jusqu'à nos engagements RSE entrepreneurial. Tous ces outils-là sont mappés. Et l'idée, en fin de compte, j'ai encore une fois perdu mon idée. On parle en ton... ben là, on parlait de comment l'histoire que tu racontais à tes employés, mais entre la réalité du terrain puis cette histoire-là, l'organisationnelle. Oui. Et puis, l'affranchissement, qu'est-ce qu'on racontait? Ben, je me demandais comment t'en étais arrivé à avoir ce besoin-là de get rid of, de te débarrasser de la hiérarchie structurelle. Ouais. Puis, c'est ça. Ben, à PCN, en fin de compte, c'est venu par soi-même parce qu'on avait des inconforts de gens, par exemple, qui... C'est quoi le genre d'inconfort? Ça n'en est rien, mais c'est quoi le genre d'inconfort qu'une personne peut vivre? Puis ma seconde question, c'est pour quelle raison ça pourrait ne pas convenir à certaines personnes une entreprise affranchie? Oui. Fait que les inconforts, exemple, on est un CA décisionnel de 6 gars qui prennent des décisions pour toute l'entreprise. On n'est pas représentatif. On prend des décisions avec l'intelligence de 6 cerveaux. Et là, après ça, on met ça dans une entreprise qui, dans le temps, avait 120, 140 personnes. On avait des directeurs de clinique. Fait que là, on leur disait, ben voici ce qu'on va faire. OK? On fait telle affaire. Ou il y a les Noëls de congé, on en paye 2 cette année, on n'en paye pas 3, ou on en paye 1, ou etc. Et il y avait une décision qui était prise par des gens qui ne consultaient pas nécessairement les concernés et qui n'avaient peut-être pas toute l'expertise nécessaire pour prendre l'ensemble de ces décisions-là. Donc, probablement 5-10 % du temps, on se trompait, puis c'est pas grave, on est les boss, on prend les décisions. L'idée d'utiliser l'intelligence collective, c'est pour moins se tromper. Puis l'idée aussi de consulter davantage les gens sur le terrain directement, ben, c'est pour avoir leur pouls. Mais après ça, maintenant, quand tu abolis les postes de pouvoir, donc là, on a dissous le CA. Et là, on a dit, ben, l'expertise, la prise de décision va se faire non pas par des postures de patron, mais par des expertises. C'est qui est le meilleur pour faire les finances de l'organisation? C'est qui est le meilleur pour la qualité? Fait que, tu sais, moi, je ne fais pas partie de la cellule finance, je ne fais pas partie de la cellule de différentes autres cellules, je fais partie de la cellule qualité. Ça, c'est quelque chose dans lequel je suis bon. Et dans la cellule culture, parce que c'est dans quelque chose que je suis bon. Et j'ai d'autres collègues qui sont dans le développement, dans les finances, dans le marketing, dans différentes autres choses. Et là, ce qu'on a essayé de faire, c'est de dire, ben, tu sais, moi, j'étais boss de ma clinique, en plus d'être propriétaire de l'ensemble des cliniques PCN. J'étais patron de ma clinique, le directeur. Je sais pas, je me souviens même plus comment on appelait ça. Mais je faisais tout. Je faisais le marketing, je faisais les contrats, je faisais tout. Mais clairement, je n'étais pas le meilleur dans tout, même que j'étais pas mal mauvais dans certains. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, on va mettre 6 sphères de leadership. Fait que là, il y a le marketing, les finances, les ressources humaines et ainsi de suite. Et là, ben, tu vas travailler. Chacun va pouvoir être dans la sphère dans laquelle il est bon, puis il a une compétence. Puis là, on a même mis en place des processus où il y a une votation sans candidat.
Qui est-ce qu'on voit dans le marketing? Ben moi, c'est toi que je vois là parce que tu es bon pour faire telle affaire, telle affaire, telle affaire. Et puis la personne a dit, OK, je suis d'accord, puis merci de me faire confiance, puis je vais prendre ce mandat-là. Et là, ce qu'on a fait, c'est que dans les 6 sphères de leadership, on a associé ça à un certain salaire parce qu'il y a un nombre d'heures associées. Et puis, des cliniciens ou des personnes qui ne sont pas des cliniciens nécessairement, des réceptionnistes, des agentes, en fin de compte, pouvaient prendre des sphères de leadership pour que la clinique upgrade, que les meilleurs soient à la meilleure place. Et là, on enlève les postes de pouvoir, mais on a une hiérarchie de connaissances, une hiérarchie d'expertise. C'est qui le meilleur pour prendre la décision financière pour faire un projet XY? Puis pour quelle raison ça pourrait ne pas convenir à certaines personnes? C'est quoi les trade-offs que tu as eus? Là? Ben, en fait, quand tu as une là, je reviens à la clinique du coureur où on est allé très loin dans le concept. Okay. Exemple, à la clinique du coureur, on n'a pas de vacances. On n'a pas de jour férié, on n'a pas de jour maladie, on n'a pas rien. On est payé aux 2 semaines, ça rentre. Tu prends des vacances quand tu en as besoin. Tu prends des vacances combien tu en as besoin. Puis tu décides d'un moment donné, tu es malade, tu n'es pas capable de travailler, tu n'as pas besoin d'un billet. Là. Tu restes à la maison, puis tu es malade. Et puis, si jamais tu veux partir en vacances, tu fais juste t'assurer de bien gérer tes dossiers parce qu'il faut que ça continue d'avancer, puis il faut que ça continue de fonctionner. Fait que cette liberté totale-là fait en sorte que ça nécessite une énorme confiance aux personnes. Puis là, la question, c'est, moi, je travaille-tu 20 heures semaine ou 40 heures semaine? Je prends-tu beaucoup plus de vacances que tout le monde ou j'en prends pas du tout, pas assez? Cette équité-là, c'est ça, l'équité interne. Quand tu veux une énorme équité, ça te prend beaucoup de mesures de toutes sortes. Et pour moi, c'est problématique parce que, il y en a peut-être aussi qui ont besoin de travailler moins que d'autres. Puis nous, on est confortable avec ça à la clinique du coureur. À PCN, on peut pas, on gère pas de cette manière-là, mais la clinique du coureur a vraiment poussé le concept loin, mais assez loin que certaines personnes pourraient aussi tomber dans une entreprise affranchie comme la nôtre, où il n'y a aucun contrôle de temps de rendu de toutes sortes, et faire en sorte d'en profiter. Puis c'est déjà arrivé. Il y en a qui peuvent se brûler aussi, j'imagine? Certainement. En fait, quand tu mets pas de vacances, un des principaux problèmes, c'est que les gens ne prennent pas de vacances. Oui, c'est ça. Faut qu'ils obligent à ce qu'on en fait, c'est leur responsabilité. Il faut juste que, les gens intégrés à une entreprise de ce profil-là aient une certaine maturité pour pouvoir bien gérer l'ensemble de ces choses-là. Est-ce que c'était un projet que tu avais anticipé? À quel moment tu as anticipé que tu allais faire ça? Parce que pour moi, tu m'as déjà parlé de ça il y a quelques années. J'ai trouvé ça surprenant, mais en même temps, j'ai trouvé que ça fitait. Maintenant, je comprends que ça fit encore mieux dans ta personnalité puis dans qui tu es. Mais à quel moment tu as fait comme faut qu'on. C'était vraiment les frictions qu'il y avait au niveau à PCN. 2019 là, est arrivé à un moment donné où moi, j'ai dit que si on n'arrivait pas à changer comme organisation pour enlever ces frictions-là, que moi, je quittais. Là. Okay. Et puis finalement, ce qui est arrivé, c'est que des gens moins confortables avec le concept ont décidé de partir. Avec leur business, leur clinique. Donc, PCN, dans le temps, avait, je pense, 14 cliniques. Fait qu'il y a une personne qui est partie avec une clinique. On a gardé les 14 cliniques. Et là, on a décidé collectivement de changer le concept. Fait que là, on dissout le CA. On rencontre toutes les cliniques une après l'autre avec une présentation sur c'est quoi l'entreprise affranchie, libérée. Et à partir de ça, comment on prend des décisions, comment on fonctionne, comment ça fonctionne à l'intérieur des cliniques. Mais là, dans les 4 dernières années, à chaque année, on améliore le concept, on le fait évoluer. Il y a quelque chose, ça n'a pas été drastique du jour au lendemain. Mais en 2019, on commence. 2020, la COVID arrive. Et la COVID est un accélérateur du processus d'entreprise affranchie. Parce que quotidiennement, il faut que tu prennes des décisions pour ton entreprise. Tout est en train de changer. Tout est en train de changer. Tu n'as pas de subvention, tu n'as rien. À chaque mois, on perdait 300 000 $ à PCN parce qu'on a 13 loyers à payer, 14 loyers à payer. Puis on n'a pas de revenus. Puis on ne sait pas qu'on va avoir des subventions ou d'autres choses. Fait que là, c'est comme... faut qu'on les offre, faut qu'on... Fait que là, on se réunissait tous les jours et ceux qui se réunissaient, c'était la cellule des 18 qu'on appelait. C'était tous les leaders de chacune des cliniques qui se réunissaient bénévolement pour gérer l'entreprise. Mais là, tu es 18 et là, tu veux prendre les meilleures décisions pour une organisation dans un moment de chaos complet. Ouais. Et là, tu apprends à prendre des décisions par consentement.
Puis là, il y a tout un processus qu'on a appris pour prendre des décisions collectives qui ne sont pas le consensus, c'est autre chose, mais qui est une manière de prendre des décisions qui, en fin de compte, font en sorte que il y a moins de chances de se tromper, on utilise davantage l'intelligence collective, etc., etc. Chères auditrices, chers auditeurs, cette publicité s'adresse exclusivement aux professionnels de l'industrie du vélo qui souhaitent se former en bike fitting. Donc, si jamais vous ne correspondez pas à ce profil, vous pouvez sauter sans problème cette annonce qui dure environ 60 secondes. Je vous laisse avec l'épisode. Si par contre, vous faites partie des chanceux qui travaillent dans le domaine du vélo et qui sont passionnés de vélo, sachez que chez Physio Vélo, on a formé plus de 1500 étudiants avec nos e-learning. Donc, vous avez des dizaines d'heures d'enseignement qui vous permettent de démarrer votre service d'études posturales et qui va vous permettre de travailler au quotidien avec des cyclistes tout en étant capable de prendre en charge leur pathologie et d'améliorer leur confort et leur performance sur le vélo. Si vous faites partie de la gang de chanceux qui sont aussi des physios et des kinés, sachez qu'on offre des formations, des séminaires en présentiel, la certification Physio Vélo Expert et la certification Physio Vélo Expert Plus pour devenir vraiment des experts de l'analyse et de l'évaluation de vos cyclistes. Donc, vous pouvez aller voir le calendrier qui est dans les liens sous le podcast, dans la description. Vous allez avoir le calendrier de formation 2025. Il reste quelques places, mais ça va partir très, très vite. Et on a aussi le curriculum de formation qu'on vous suggère. Donc, tout ça se retrouve en ligne directement à physiovélo.com. On espère vraiment vous retrouver et continuer d'émanciper les professionnels du vélo qui veulent devenir des experts dans la prise en charge des cyclistes. Sur ce, je vous retourne à l'épisode. Merci. J'imagine que je fais une hypothèse, mais tu sais, dans ce moment de crise-là qui a précédé la COVID, où est-ce que vous aviez ces tensions-là chez PCN, il y a beaucoup de relations d'impliqués, des gars que ça fait longtemps que tu connais. Ouais. C'était-tu le moment le plus difficile d'être à contre-courant? Tu sais, parce que là, c'est des vraies relations que tu as depuis longtemps. Moi, des fois, je trouve ça plus difficile. C'est sûr, c'est toujours plus difficile d'avoir des conversations difficiles avec des gens que ça fait longtemps que tu as tissé des liens. Tu sais, c'est peut-être là que comment tu te sentais à travers. J'imagine pas ce que tu vivais. Mais effectivement, puis j'ai envie de te dire que si tu me dis c'est quoi les problématiques que tu rencontres dans tes organisations, ben c'est toujours de l'humain. C'est toujours ça. Il n'y a pas de défi autre que les humains. C'est tout, quand tu es dans des chiffres, quand tu es dans des chiffriers, quand tu es dans des aspects techniques, quand tu es dans de l'achat de matériel, il n'y a rien qui est complexe. Quand tu es avec les humains, c'est complexe. Puis, quand tu es dans des humains, dans des moments d'incertitude comme la COVID, comme quand la COVID est arrivée, bien là, c'est encore plus complexe là, parce que là, il y a un niveau de stress élevé, parce qu'il y a une incertitude du futur, parce qu'il y a plein de choses. Mais oui. Je suppose que tu avais des conversations sur l'oreiller assez souvent, là, en autant que tu t'endormes pas trop vite, mais moi, j'ai eu beaucoup de difficultés pendant la COVID. J'ai trouvé ça difficile de gérer ça parce que j'étais tout seul, comme à prendre des décisions. Fait que, il a fallu que j'aille chercher de l'aide. Maintenant, j'ai reçu de l'aide vraiment parce que je me suis dit, ça se peut pas que je trouve ça autant difficile des RH parce qu'au final, c'est sûr que c'est rendu ça ma job. Faudrait au moins que j'aie du fun. Parce que sinon, ça veut dire que Physio Vélo, ça ne vaut pas la peine que je me force à faire ça. Toi, comment tu navigues ça, cette facilité-là ou cette difficulté-là avec les RH? En fait, c'est une bonne question. On a tous nos triggers, on a des fits de personnalité, des choses... en fait, tu sais... Aujourd'hui, actuellement, je gère des cas complexes. OK? Arrive à un moment donné où tu dis, peut-être qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble, peut-être que, tu sais, puis en fait, dans l'entreprise affranchie, où tu as une bienveillance envers l'autre, où arrive quand même à un moment donné où peut-être que ça ne fit pas, tu sais. Puis peut-être que, tu sais, la question première que je pose à quelqu'un que je considère qu'il ne fit pas ou que ça fout le bordel puis que ça ne marche pas, c'est de dire, es-tu vraiment heureux dans notre organisation? Si tu n'achètes pas le concept affranchi, si tu te pognes avec tes pairs tout le temps, si tu penses juste à toi. Tu sais, il y a des caractéristiques, en fin de compte... Quand on parle d'entreprise affranchie, là, on a créé un soft skill fitting. Okay? Comment recruter les gens pour qu'ils fitent dans l'organisation. Donc, quand tu engages quelqu'un, on dit en entrepreneuriat hire slow, fire fast. Okay? Le processus d'embauche doit être lent, progressif et s'assurer, en fin de compte, que... Quand on a un go, c'est un go qui va marcher. C'est ça, tu sais. Puis, effectivement...
Puis après ça, il y a tout un onboarding qui est important aussi pour que la personne se sente bien, mais qu'elle comprenne bien l'organisation. Puis des fois, ça ne fit pas. Moi, c'est arrivé, je me suis trompé dans mon embauche. Puis qu'après un certain temps, ça ne fit pas. Fait que c'est comme, si t'es pas heureux, moi, je le suis pas aujourd'hui. Si toi, tu l'es pas, je pense que ça vaut la peine que tu fasses ton chemin. Ouais. Puis quand on engage quelqu'un, j'aime beaucoup Lencioni qui avait sorti, je sais pas si tu connais, les 3 caractéristiques du team player. Le hungry, humble, puis smart. Cool. Et c'est pour moi, c'est très, très parlant parce que tous les cas complexes qu'on a eus, qui sont partis finalement de l'entreprise, c'est pas parce qu'ils n'étaient pas smart ou qu'ils n'étaient pas hungry qu'ils avaient faim. C'était toujours, c'était toujours en lien avec eux au centre. Parce que quand tu es dans une entreprise affranchie, tu as une certaine abnégation de ton propre ego, de ton toi pour le groupe. Parce que tu prends des décisions collectives, parce que tu prends des décisions toujours en regard d'un bien commun qui est l'entreprise pérenne, le client satisfait, l'employé heureux. Mais on doit toujours se référer à ce bien commun-là pour prendre des décisions. Fait que tu peux pas prendre une décision en disant « moi, je suis pas d'accord ». Le consentement, c'est de dire « je peux vivre avec ». C'est une particularité de la prise de décision de l'entreprise affranchie. Fait que c'est presque toujours la partie humilité, en fin de compte, où la personne est centrée sur elle, elle veut grandir, elle, comme personne, puis elle a de la difficulté à avoir cette abnégation nécessaire pour que le collectif grandisse, puis comprendre que l'organisation est toujours plus grand que soi, puis c'est ça la partie souvent qui est difficile. On approche de la fin de l'entrevue, puis avec ce que tu viens de dire, Blaise Dubois, créateur de bien commun, je trouve que c'est pas pire parce que dans un sens, je réalise que ta notion de bien commun, autant dans aider les gens à être en santé, c'est du bien commun. Au niveau organisationnel, le travail prend une énorme partie de nos vies. Bien commun. Ça serait quoi si je te ramène dans tes chaussures, en faisant un jeu de mots? Le truc que tu souhaites que les gens repartent ou ton souhait pour les gens par rapport à l'activité physique? Mes enfants, comme mes patients, comme l'ensemble de mes amis, mon père, j'ai pas réussi à le convaincre assez tôt, mais clairement, les promesses de l'activité physique sont tellement grandes sur la santé. Tu réduis de 70% jusqu'à 70% la maladie d'Alzheimer, les fractures ostéoporotiques de hanche, 35% les maladies cardiovasculaires, 60% le cancer du sein, puis à peu près tous les cancers hormonodépendants sont diminués de façon drastique par l'activité. Il faut qu'on fasse du sport. Puis quand je dis du sport, là, c'est bouger, une activité cardiovasculaire qui active notre système, notre métabolisme. Puis en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est sédentaire, s'il fait 50 minutes par semaine, ça veut dire 5 à 10 minutes par jour. Il y a déjà des effets phénoménaux sur sa santé. Fait qu'on n'est plus à l'heure de savoir s'il faut ou s'il ne faut pas faire d'activité physique, ni combien. Il faut que tu en fasses le plus que tu es capable d'en faire, en gros. Là, mais on sait qu'à 5 fois 30 minutes par semaine, tu as les effets bénéfiques maximum sur ta santé. Là, on est à l'heure de dire aux gens, on doit vous convaincre de faire de l'activité physique. Si tout le monde était en santé, là, on règle 50 000 problèmes sociétals, là. OK? Que ça soit... on augmente notre bien commun collectif. On augmente notre bien commun pas mal, c'est ça. Ça coûte beaucoup moins cher. Il y a moins de gens dans les hôpitaux. On est plus écolo. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Fait qu'il faut juste... Fait que j'ai un pouvoir de conviction, un pouvoir d'influence qui est grand, entre autres avec mes patients. Là. Probablement que c'est la même chose avec toi, là, mais moi, je les convainc là, qu'il faut qu'ils bougent. Là. Puis moi, j'ai des conditions des fois de lombalgie chronique, de personnes qui sont kinésiophobiques, qui ne font plus rien. Il faut juste qu'ils bougent. Là, on le sait. Là, Fait qu'on est rendu là. C'est comment on peut faire pour que notre population, nos enfants surtout, qui gardent après ça des bonnes habitudes, soient actifs. Puis ça veut dire que il y a des décisions politiques à prendre autour de ça. Il y a des décisions d'enseignement, de nombre de cours d'éducation à l'école, d'éducation à l'activité physique. Et nous, comme professionnels de la santé, on a un rôle à jouer qui est important. Puis nous, on est physio, fait qu'on est très teinté de ça. Mais le médecin qui arrête de prescrire des pilules tout le temps, là, il faut qu'il dise à son patient de bouger. Là.
Puis pas juste le dire pour le dire, tu sais, le convaincre, puis lui faire une prescription, puis lui dire, t'as pas besoin de telle pilule, si dans 6 mois tu viens me revoir, je vais te l'enlever là, parce que tu vas avoir commencé telle chose. Merci Blaise. De rien. C'était vraiment fort intéressant. Merci, je répète, ta générosité. Je trouve ça très généreux que tu sois venu. Puis j'ai l'impression que peut-être le goût, ce que j'ai le goût de résumer, c'est le pouvoir de se concentrer sur les autres, de travailler pour le bien commun. Merci. Merci à toi. C'était vraiment cool, Guillaume. Merci. Ciao. Chers auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez la chance de vous abonner au podcast ou de partager le podcast avec un ou une amie passionnée qui pourrait être intéressé par ce genre de contenu, eh bien, je vous en serais grandement reconnaissant de nous aider à passer le mot puis à faire grandir justement cette communauté-là de passionnés qui n'en a jamais assez. Alors sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et merci de votre confiance.